Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Avant de commencer, je veux m'excuser pour ma voix, les reniflements que vous allez peut-être entendre pendant le podcast et mon mouchage. Je suis désolé, je suis enrhumé, mais je suis un soldat, je suis là pour vous. Si tu es un fan du podcast, tu veux supporter, il y a le www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant où tu as accès aux épisodes 6 semaines d'avance et aussi... Maintenant, quand tu l'écoutes sur le Patreon, les 6 premières semaines, il n'y a aucune pub YouTube. Donc, on a enlevé les pubs YouTube de sur Patreon. Fait que si ça te gosse, ben, investis dans le Patreon au lieu de sur YouTube Premium. Sinon, ben, gars, si tu veux supporter, tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi. Tu laisses un commentaire, laisse un like si tu as aimé l'épisode, partage-le sur tes réseaux sociaux. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. Et pour terminer, il y a le www.cedricbergeron.com qui est mon site internet où tu as toutes les informations concernant le podcast, les hoodies, les t-shirts au parloir. On a une association avec l'atelier QG de Trois-Rivières qui nous fait ça, une belle boutique en ligne. Et tu as aussi toutes les informations sur mes réseaux sociaux et sur ma carrière d'humoriste, où sont les shows et la vente de billets. Aujourd'hui, on est allé ailleurs. Je vous avertis tout de suite, c'est peut-être pas un podcast qui va faire l'unanimité. J'ai reçu Sonia Von Sacher. Peut-être que vous connaissez déjà Sonia. Elle est très active sur les réseaux. Elle a fait beaucoup de podcasts. Sonia est une travailleuse du sexe. Pourquoi j'ai reçu une travailleuse du sexe? Parce que j'ai reçu plusieurs personnes qui ont été victimes de pimp, d'abus de toutes sortes. Et je connais un peu Sonia personnellement pour s'être croisée dans des spectacles d'humour. Et elle n'a pas la langue dans sa poche, mais elle fait ce métier-là par amour et surtout par choix. Elle le fait aussi avec des handicapés. C'est d'avoir l'autre angle. J'aime ça, des fois, justement, aller... tu sais, on parle beaucoup de prison parce qu'on ne connaît pas beaucoup la prison. Puis avec elle, on a parlé de la prostitution parce qu'on sait tout c'est quoi, mais on ne connaît pas vraiment ça. Sincèrement, moi, c'est un podcast que j'ai trouvé vraiment intéressant, que j'ai aimé faire. Je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interact. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Sonia. Allô? Merci beaucoup d'être présente. Podcast qui va être un peu différent, je pense, que de ce que je fais d'habitude. On se connaît un petit peu. Il faut le mettre en contexte. Oui! T'es une geek d'humour. Ouais. T'es très souvent au bordel. On s'est croisés 2-3 fois, je pense, au bordel, Ouais, dans des événements différents, tout ça. J'en ai parlé dans mon intro. La raison pour laquelle je veux te recevoir, c'est via ton métier. J'ai reçu des victimes d'agression sexuelle, de pimp et de tout ça. Tu fais ton métier, tu le fais par choix, ouais. Tu le fais par toi-même et tu le fais à l'occasion. Je peux pas dire tout le temps, je connais pas ta vie, mais tu le fais souvent à l'occasion pour des bonnes causes, si je peux le dire comme ça aussi. Des bonnes causes. Fait que c'est vraiment pour ça que je voulais t'avoir pour l'envers de la médaille. Ouais. Puis comment toi, tu te perçois dans ton métier, comment tu penses que ton métier, tu le projettes, t'es très... on t'a vu dans beaucoup de podcasts, entre autres, puis tu en parles ouvertement, puis l'image que tu as l'impression que toi, tu projettes sur peut-être les jeunes filles ou whatever. Fait que c'est tout ça que, tu sais, mon but, comme je te disais un peu hors caméra, c'est pas de te mettre on the spot, tout ça, c'est pas de te challenger, c'est vraiment d'avoir l'envers de la médaille. Et c'est tout à ton honneur. Sincèrement,
Quand j'ai dit au monde que j'allais faire ton podcast, tout le monde était comme « Ah, t'as fait du temps, je savais pas. » Tu sais, le monde ne catchait pas qu'est-ce que je venais faire sur ton podcast. Puis je trouve que c'est vraiment tout à ton honneur de montrer un peu l'envers de la médaille de ça, sans le normaliser, sans le glamouriser, tu sais. Je pense que je suis la bonne personne pour ça parce que oui, je fais mon métier par choix. J'adore mon métier. En attendant, je suis consciente de la responsabilité sociale que j'ai de faire ce métier-là, de me montrer, puis de montrer exactement comment c'est dans ma réalité authentique, mais aussi de dire que c'est pas la norme, que c'est pas tout le monde que c'est comme ça, que ma réalité invalide pas les mauvaises expériences des autres et les mauvaises expériences des autres n'invalident pas ma réalité. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle tu es là. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je vais faire comme je fais avec tous mes invités. On part du début. Du début! C'est qui Sonia? Elle est née dans quel genre de famille? Dans quel coin? Ton primaire, ton secondaire? Puis comment tout ça rentre dans ta vie? OK. Je te laisse la parole. Tu veux-tu rire? J'en ai fait en maudit des podcasts, puis on est tout le temps un peu dans la légèreté, tu sais, c'était pas shallow vraiment, là, mais tu sais, c'est tout le temps un peu... On m'a jamais un peu comme Jamais été deep. ouvert la porte à aller deep, même si je suis game, même si je suis capable. C'est sûr qu'au début, quand je faisais des podcasts, j'avais moins le goût d'aller là parce qu'on dirait que ça renforce le stéréotype de on a tout eu un mauvais passé, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, etc. Tu sais, la drogue, whatever. Fait que j'avais pas le goût d'aller là-dedans. En attendant, le monde, il sait je suis qui. Peut-être pas ton monde, là, mais le monde, il sait je suis qui. Ça change absolument rien de le passé que j'ai eu, qu'il soit positif ou négatif. Ça change rien au fait que je le fais par choix, je le fais de façon équilibrée et saine. Tu sais, ça change rien à ça, même si le monde peut faire une comparaison boiteuse. Et avec des belles valeurs. Moi, c'est une des raisons pour laquelle, tu sais, je veux dire, j'aurais pu en savoir plein, mais tu sais, d'un, tu es une personne qui est à l'aise devant le micro, ça, je le sais. Puis, tu sais, je pense aussi que la plupart des podcasts dans lesquels moi, je t'ai vu, je pense pas que c'était le style de podcast qui était le bon vibe, mettons, tu sais, pour aller plus deep dans ton histoire à toi, tu sais. Fait que là... Puis j'ai toujours été ouverte à ça, tu sais. Sur mon Instagram, je suis tellement proche de mon monde, je le raconte puis tout. Pour répondre à ta question, je viens de l'Abitibi. Ah, OK. Je viens de Val-d'Or, tu savais pas? Oui, je m'aurais dit non, mais oui, parce que tu m'as déjà écrit j'étais en show. T'étais au prospecteur. T'étais au show prospecteur. Tu m'as écrit, hey, t'étais en show, le barman, c'était un de mes amis. T'as vu ça sur Instagram, c'est vrai. Fait que oui, je le savais. J'avais oublié, mais je le savais. C'est le stage que vous performez dessus. C'est vrai, au prospecteur, ouais. En fait, toutes les bars à Val-d'Or, c'est mon père qui les a faites. C'est simple comme ça, là. Tu vois, ça va avoir rapport dans l'histoire. Parfait, je te suis. Fait que c'est ça. Je suis née en Abitibi. J'ai grandi en Abitibi. Je suis partie de là quasiment à l'âge adulte, mettons, mais c'est vraiment born and raised Val-d'Or, mettons. J'ai vécu dans un HLM toute mon enfance avec ma mère. Ça m'a apporté une stabilité incroyable. Je suis une fervente défenseuse des HLM parce que j'aurais pas pu avoir la même maison toute ma vie si ça n'avait pas été du fait que les HLM ils permettaient de payer 50$ par mois si c'est juste ça qu'elle avait. T'sais. Ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là. Là, tu nous as parlé de ton père, puis là, tu nous parles de ta mère. J'ai-tu parlé de mon père? Ben non, mais tantôt, tu m'as parlé des affaires. Mais là, tu me parles toi et ta mère. Ça veut dire que ton père n'est pas présent? Oui, il est super présent. Parfait. Il est super présent. Parfait. Oui, c'est ça. Oui. Ben oui, mais il y a des bouts qui n'étaient pas là. Il a fait de la prison. Okay. Ah, le lien. Le lien, il se fait. Puis, ils sont séparés depuis que j'ai 2 ans. Fait que de toute façon, mon père, il restait un petit peu plus partout, surtout quand direct avant qu'il rentre en prison. Puis après, on vivait comme dans le sous-sol d'un ami, whatever. C'est moins stable, mettons. Mais j'étais vraiment plus chez ma mère, mettons. OK. Primaire, gros TDA, mais dans ce temps-là, on n'appelait pas ça trop un TDA. Fait que j'étais juste dans l'une, puis j'étais un peu à problème, tu sais. Oui, OK. J'ai vécu la même chose. Ouais. Secondaire, drogue. Beaucoup de drogue. Je suis une ancienne toxicomane. OK. Ouais, ça, j'étais aucune honte à ça du tout. On parle de quoi? On parle de quel âge? On parle de ça? On parle de n'importe quoi. Comment ça s'est... C'est assez rare que le monde commence avec une ligne de poudre, là. Non, c'était le pot. Vraiment, ça, vraiment le pot. Ça a toujours été très démocratisé dans ma famille. Okay. Encore aujourd'hui, tu sais, mettons, quand je me suis fait pogner de ma cigarette pour la première fois, c'était la fin du monde. Réunion de famille, m'assise à la table, ils crient. Quand ils ont appris que je fumais du pot, c'était pas un big deal. Là. Comme mon père a tout le temps dit, au moins, ça t'amène un buzz. Tu te maganes la santé, mais au moins, ça t'apporte quelque chose. Ouais. Tu te doutes, c'est pas quoi mon père a fait du temps? Il a fait pousser beaucoup de potes. Quand j'étais au primaire, je disais, quand il m'a demandé qu'est-ce que mon père fait dans la vie, je disais qu'il était jardinier. Parce que je pensais que c'était ça. Tu comprends? Ah, c'est trop jeune, mais tu vois les plantations. Ouais. Pour moi, une odeur de plant de pot, ça sent mon enfance. Tu comprends? Ma cave était pleine, là, tu sais. Wow. Fait que c'est vraiment... Puis je fume encore du pot. J'ai jamais fumé autant peu de pot de toute ma vie, mais ça a jamais été comme quelque chose qui était mal. Comme ça m'a tellement apporté de choses, en fait, le pot dans ma vie, là, personnellement, là.
À cause du TDA, tu penses? À cause du TDA, ça m'a aidé au niveau des douleurs que j'ai eues toute ma vie, dépendamment quel genre de problème j'avais. Okay. Je l'ai vraiment tout le temps utilisé, le pot, finalement. Mais tu sais, quand tu disais, tu te considères comme une toxicomane. Oui, c'était pas le pot, le problème. Non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que ça, Ouais. ça c'est le début. Ça commence avec un joint. Ça se rend vite. Tôt. Tôt. Dans mon cas, à moi, tôt, je voulais être un adulte beaucoup trop tôt. Ça m'a juste fait des problèmes. Je sais même pas les âges de quoi, mais tu sais, que ça soit premier joint, première autre drogue, première relation sexuelle, etc. J'ai toujours été précoce dans tout ça. OK. Moi, ma drogue de choix, qui avait vraiment été un problème là, quotidien, c'était le speed dans ce temps-là. Je m'en allais faire. Je sais pas pourquoi j'avais le feeling que c'était. En plus, Abitibi, il faut se le dire, les problèmes de drogue en Abitibi, encore aujourd'hui, c'est vraiment alarmant. C'est vraiment un gros problème. Puis dans mon temps, il y avait juste ça à faire, prendre la drogue, puis fourrer. Ben, les régions, c'est ça. C'est souvent, tu sais, le monde, c'est quand. Hey, Montréal. Non. Tabarnak, c'est trash en région. Va-t'en au Saguenay ou en Abitibi, tu vas voir que c'est bien pire parce qu'il y a beaucoup moins de débouchés d'avenir. Il y a beaucoup moins de choses à faire. Moi, je pense que ça a vraiment un lien avec le fait qu'il y a beaucoup de drogue en Abitibi. T'as un cinéma, puis t'as pas de centre loisir pour les kids. À cette heure, il y en a, mais dans mon temps, il n'y avait rien de ça. Ouais. C'était pas moyen d'avoir 4 roues en Abitibi, c'est dolent longtemps, j'imagine. Dans un quartier de HLM aussi, c'est pas tout le monde qui est une bonne influence, tu sais. Fait que ça m'a apporté à faire plein de niaiseries vraiment très jeune. Non, puis on l'a vu là, en 2024, là, Québec, puis Saguenay, tout ça, là, la criminalité, les enlèvements, gangs de rue, motards, la guerre, tout ça, c'est le monde qui se mangeait le cul à Val-d'Or, je sais pas si t'as vu la photo, là, c'est devenu super viral. Tu sais de quoi je parle? Non, mais ça sonnait weird du même, mais c'est parce qu'il y a eu une photo hyper virale de 2 personnes qui est comme drette sa rue puis qui se mangent le cul, qui se font un anulingus, là. Puis c'est devenu, comme tous les humoristes, il y a un show là-dessus, c'est pour ça que je suis sûre que t'en as pas entendu parler. C'est pas chic comme photo. Puis tout le monde pense que c'est une photo à Montréal, mais c'est à Val-d'Or en avant de la SAC, là. J'étais comme, oh my God, Val-d'Or represent. Hein? C'était weird. Mais c'est ça. J'avoue que je me tiens, j'essaie de me tenir assez loin des médias traditionnels, des médias tout court. Bienvenue dans le club, c'est déprimant, Mérène. J'essaie de pas trop... Tu fais bien en temps. Surtout j'ai assez d'histoires d'horreur ici que j'ai pas besoin de TVA pour m'en mettre de plus dans la gorge. C'est ça. Faut que je dise que j'ai écouté beaucoup de tes podcasts aujourd'hui, puis c'est fou, Marette, comment ça m'a brassé en dedans, j'en reviens pas. C'est horrible ce que le monde a vécu. Je veux dire dans l'industrie du sexe, mais c'est pas le travail du sexe qu'ils ont vécu, c'est de l'exploitation sexuelle. 100%. Il faut vraiment arrêter de faire l'analogie entre les deux. C'est pas la même chose, tu sais. C'est la seule affaire qui est en commun, c'est qu'il y a du sexe puis de l'argent, mais en attendant, c'est vraiment pas la même chose, là. On va y revenir. On est dans mon enfance. À la petite adolescente toxicomane. Fait que là, je découvre le speed. Wow, malade, pour la première fois, je me sens normale. C'était vraiment ça. C'était vraiment me sentir normale parce que j'avais un énorme TDA, pas diagnostiqué. Je comprenais pas ce que j'avais, mais ça me permettait d'aller à l'école, d'avoir de la motivation puis d'être capable de finir mes journées. J'étais une solide nerd, bizarrement. Je prenais du speed puis je skippais l'école pour aller lire des livres à la bibliothèque. C'est-tu pas un peu ridicule? C'est qu'on n'a pas un même adolescent. Ah oui? Je skippais vraiment parce que j'aimais pas ça l'école, mais je voulais apprendre, fait que j'allais à la bibliothèque puis je lisais des livres toute la journée, je lisais sur speed. C'était ça mon temps juste avant de décrocher de l'école. Il y a pire comme toxicomane, là, quand même. Ben, il y avait des bouts moins le fun. Tu sais, mettons, pendant un bout, là, puis trop jeune, là, j'étais tellement comme dépendante du speed. En fait, drogue de party puis tout aussi, là, mais c'était le speed qui a vraiment été un problème. C'était le point d'ancrage, c'est ça. Tu pouvais faire d'autres choses quand le vendredi, samedi soir. J'avais aucune conscience des conséquences. Mais le speed, c'était quotidien. Le speed, c'était le matin. Okay. Le speed, c'était 15 minutes avant de me lever pendant un bout. Un petit quart de speed, là, c'est la table de chevet. Là, mon cadran, il sonne, je tape, prends ça, je me rendors, le speed me réveille, 15 minutes après, on s'en va à l'école. À un âge trop jeune pour décrocher, là. Tu comprends? Je pouvais même pas décrocher, j'avais pas l'âge légal. Finalement, je suis en train de virer folle. La drogue a fait que j'ai perdu l'improvisation, par exemple. J'adorais faire de l'impro à l'école. Okay. J'ai arrêté de faire de l'impro. Je suis venue un peu sanoï, comme on dit en Abitibi. Puis là, ben, j'avais le goût de péter à gueule de mes profs. Il y a eu des situations avec les profs qui ont fait que même la directrice de l'école a fait « OK, légalement, t'es pas censé pouvoir décrocher, là, mais on va te laisser partir. Là. Okay. On va te laisser partir. » Ouais. C'était à ce point-là. Puis, y a-tu un lien avec les détentions de ton père? Quand c'est ça, ton père n'est pas là, t'as un manque, j'imagine. Quand j'ai décroché, mon père était en dedans. Ouais. En fait, je sais pas si c'est la partie que mon père a faite de la prison qui a été le plus traumatisante, mais c'est quand j'étais plus jeune, ça a été long à maudit, du bout qu'on le sait qui va rentrer, puis qui rentre. Pour moi, ce bout-là,
a été insupportable. Savoir que mon père, il s'en va. Il n'y a pas une journée de ma vie que je me souviens plus que le matin, à 6 h le matin, j'entends mon père partir, puis je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Là. Pour moi, ça a paru 10 ans. Je sais pas combien de temps il a fait de la prison. Peut-être 2 ans. Mais c'était 10 ans. Parce qu'il est rentré, j'étais un enfant, il est sorti, j'étais une femme, là, ou une semi-femme, une jeune femme. Dans ta tête, t'en étais une. C'est Physiquement, j'avais t'en étais vraiment une, changé. mais mentalement, t'en étais Ah pas non, une, là, vraiment c'est pas. Non, immature au bout de moi qui pensait être si mature, tu sais. Fait que là, je décroche l'école. J'étais super travaillante. Tout le temps, 2-3 jobs. C'est sûr, sur Speed, ça l'aide, hein? Tout le temps, 2-3 jobs. J'ai fait tous les métiers ever. J'ai été technicienne de scène pendant 5 ans. OK. C'est là que j'ai rencontré la majorité du monde dans le showbiz. Là. C'est là que t'es tombé dans l'amour avec l'humour, j'imagine. Ouais, exactement. 100%, c'est ça. C'est l'amour de la scène. Là. C'est vraiment là que ça a commencé. Je décroche l'école. Je fais plein de jobs. J'ai pas l'intention de retourner à l'école. Vraiment pas, tu sais. Après ça... J'ai envie de te poser une question. Excuse-moi, je te coupe. J'ai envie de te poser une question parce qu'il y a une chose, tu as dit, j'ai tout fait trop tôt. Tu as entre autres parlé de relations sexuelles, tu sais, tôt. Oui. À quel point ça prenait de la place dans ta vie? Tu sais, parce que souvent, tu sais, la consommation vient souvent avec ça, tu sais. Fait que dans le plaisir, j'imagine, à ce moment-là, c'est pas encore un métier, mais tu sais, est-ce que quand tu y repenses aujourd'hui, à l'âge adulte, la femme que tu es, ce que tu faisais quand tu étais adolescente, ça faisait-tu du sens ou... Il y a un total lien parce que je me suis toujours servi du sexe d'une façon ou d'une autre. OK. Dans ce temps-là, c'était peut-être pour avoir des amis, c'était peut-être pour manipuler un homme, quoi que ce soit. Tu sais, je m'en rends compte aujourd'hui que j'avais compris vraiment tôt que le sexe est un outil puis qu'il n'y a pas de mal à ça. Tu sais, je le pense encore aujourd'hui. On m'a jamais inculqué que le sexe est honteux, le sexe est caca. Ça a toujours été quelque chose de sain, de normal, de pas tabou. Dans mes proches, dans ma famille, je savais pas c'était quoi qu'ils faisaient, mais je savais qu'on taisait pas ces choses-là dans ma famille, de façon saine, faut le dire. Non, je comprends. J'ai été élevé dans une famille comme ça, moi aussi. C'est ça. Puis je t'ai entendu aujourd'hui dans ta story, il y avait quelque chose par rapport à tes ouais, dans un autre podcast que j'ai fait où je parlais moi-même de situations que je vis avec mes filles. Moi, c'est pas, c'est ça, c'est pas tabou chez nous, on en parle, tu sais, je veux dire. C'est super sain, ça. Je suis pas explicite avec mes filles, mais mes filles savent que j'aime ma femme, ils nous voient nous aimer habillés, là. Je reste, mais, tu sais, je veux dire, ils ont 11 ans, là, fait que, tu sais, c'est des sujets qui commencent à parler, puis tu sais, je shame pas ça, puis je fais pas non, c'est caca, c'est non. C'est important, tu sais, et je sais que là, vu que je suis devenue escorte par la suite, ça donne pas le goût au monde de faire ça avec leurs enfants, mais ça a aucun rapport. Non, je pense pas que c'est... Non, ça peut aider à moi qui était précoce. C'est d'autres choses qui a mené à ça. C'était vraiment pas ça, mais j'ai toujours une belle relation avec le sexe. J'ai pas... j'ai pas l'âge. Je me souviens d'avoir entendu dans un podcast que je sais que la première fois, c'était quand même relativement jeune. Ouais, je sais pas à quel âge. Sincèrement, je sais pas. Genre 13-14, quelque chose comme ça. Plus jeune. Peut-être 12-13. Okay. Mais je suis pas sûre. Je sais juste que j'étais avec mon chum. Okay. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble, ce qui veut dire une décennie en âge d'adulte. C'était vraiment une relation à long terme, tu comprends? On s'aimait, etc. C'était pensé, puis tout, d'avance. Voulu, fait désiré, que, c'est ça. Puis... J'ai de la chance que ma première fois, ça a été comme ça, même si c'était bien jeune. Puis le pire, c'est que c'est super con, hein, comment que les jeunes y sont. Je voulais même pas que personne le sache que j'étais encore vierge à cet âge-là. Aujourd'hui, je réalise à quel point c'est insane là, de penser à ça, mais le gars qui m'a déviergé n'a pas su qu'il m'a déviergé. Parce que je suis trop cool pour être vierge, là, à cet âge-là. Puis ça, j'en parle juste pour que le monde se réalise que c'est vraiment une réalité, puis que ça doit être encore pire aujourd'hui, ce genre d'affaire-là. J'avais honte d'avoir ma virginité à 12-13 ans. What the fuck? T'sais? Puis tellement, là. Ce qui est quelque chose de très gars, en tout cas de ma génération, là, tu sais, combien de gars qui, ben oui, il l'a déjà fait, puis fuck out, là, tous mes amis l'avaient pu, puis moi, je l'avais encore, fait que je le disais pas, puis le chum, il savait pas non plus, puis il pensait juste que je prenais mon temps, tu sais. Fait qu'il a jamais su, en fait. Il y a eu une rumeur une année plus tard que j'avais donné à Chlamydia. Je trouvais ça drôle. Puis là, à un moment donné, d'un party, je l'ai pogné, je l'ai emmené dans la salle de bain, là, j'ai fait, là, tu vas arrêter de dire au monde que je donné à Chlamydia, là. Moi, te le dire, là, j'étais vierge quand on a couché ensemble la première fois. Il m'a jamais cru. C'est vrai. J'ai pas pu donner la clame, là. Fait que c'est une fois que ça a commencé, ouais. Les gros parties, c'est sûr, quand mon père est parti en prison, ça a vraiment compliqué les choses, là. Le daddy issues c'est ça. Tu vois, c'est ça que j'ai peur de rentrer dans un stéréotype en disant ces affaires-là, du daddy issues. Mon père est hyper présent dans ma vie. Non, mais je parle... un daddy issue, je comprends ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas que ton père est pas présent, mais je veux dire, une jeune fille qui perd son père même si c'est pendant 6 mois de sa vie, puis qu'il a été présent toute sa vie, puis tu l'as perdu 6 mois, puis qu'il est présent toute ta vie adulte, ce 6 mois-là peut avoir des répercussions. Un des plus gros traumas de ma vie.
Sincèrement. C'est l'enfer de perdre son père à cet âge-là. C'est l'enfer. C'est l'enfer encore plus quand ta mère en arrache. Sans les amis motocyclistes de mon papa, on aurait vraiment arraché. C'est eux autres qui nous aidaient financièrement. C'est eux autres qui faisaient qu'on pouvait manger. Sinon, on ne sait pas ce qu'on aurait fait là. Puis non seulement ça, mais j'étais la pire petite crise du monde. Fait que ma mère, elle en a bavé. Aujourd'hui, je la couvre d'or et de diamants pour m'excuser de tout ce que j'y ai fait vivre. Là. Je n'en reviens pas tout ce que cette femme-là a enduré à cause de moi. Mon frère, un ange. Moi, un démon. J'arrêtais pas de m'en faire. Sérieux, je vais t'en conter des histoires. Tu ne créeras même pas ça. On dirait que je les invente. J'étais vraiment une petite crise. Fait que là, pendant que mon père est en prison, je lâche l'école. J'ai pas l'intention de retourner à l'école. Nanana. Là, il y a plein d'affaires qui se passent, dont, entre-temps, mon médecin il m'a dit que tu as un TDA. Puis il m'a mis sur une médication pour le TDA. Ça a vraiment aidé la dépendance au speed, mais ça n'a pas aidé la dépendance à tout ce qui est adrénaline, party, etc. Fait que c'est quand même resté. T'sais. J'avais mon meilleur ami, Ben, qui était pas mal plus vieux que moi, mais qu'on était de même, là, de même. Lui aussi, il va en prison. Il va en avoir de la prison, dans cette histoire-là. Plus que tu penses. T'étais à bonne place. Il s'en va en prison parce que le cave, il y avait un couvre-feu, puis il a décidé qu'il sortait pareil, même si je l'ai engueulé pour pas qu'il sorte. Il est sorti pareil. Il a vu des polices en ville. Lui, maudite bonne idée, vu qu'il n'a pas le droit d'être dehors puis qu'il demande ses cartes, il a battu la police. Tu sais, une bonne décision. Là. Fait qu'il retourne en dedans. Solide. Fait pas mal de temps dedans. Le père, mon meilleur ami en plus, tu sais. Entre-temps, mon père sort de prison. Là. Il est revenu. En attendant, mon père qui sort de prison se sent hyper mal de nous avoir droppés. Au point qu'il m'a fait la promesse qu'elle n'allait plus jamais retourner en prison. Puis il l'a vraiment respecté. Il n'a jamais brisé la loi depuis ce temps-là. Là. Il a vraiment pris ça au sérieux. Il a compris à quel point c'était tough. Puis j'avais même pas le droit d'aller le voir en prison. Il voulait pas que j'aille le voir. Parce que ça aurait été vraiment plus tough pour lui. Moi, ça a été vraiment plus tough pour moi de ne pas pouvoir aller le voir en prison. En fait, je sais pas. Parce qu'après ça, j'ai été visiter des amis en prison, traumatisant. Je sais pas, moi, si à 14-15 ans, j'aurais voulu voir ça. La petite rebelle, en plus, qui aurait sûrement voulu envoyer chier tout le monde, t'aurais sûrement pété une latte au parloir. J'étais l'enfer. Hey, j'avais même pas le droit de rentrer au palais de justice à Val-d'Or pendant un bout. Sauf si c'était mon procès à moi. Parce que j'étais tellement une petite crise, comme, mettons, mon chum avait un procès pour whatever. Puis j'arrivais là, puis je savais pas qu'on n'avait pas le droit de s'exprimer, comme dans le cours de justice. Fait que je me suis fait sortir je sais pas combien de fois. Fait que j'ai plus le droit. Ben là, j'imagine qu'ils s'en souviennent pas, là, mais j'avais plus le droit d'y aller si c'était pas mon procès à moi, tellement que j'étais pas contrôlable. J'étais vraiment petite. Vraiment une petite crise. Ouais. Fait que là, mon meilleur ami, s'en va en prison. Il sort de prison. Pendant qu'il est en prison, ils ont fait des tests puis ils ont découvert qu'il avait le VIH. Cette personne-là est comme le drogué de la ville de Jean Partant. Okay. Il est reconnu pour ça. C'est pour ça qu'il avait fait la prison avant. Lui, c'était la mescaline, c'est la drogue de choix. Mais après ça, mescaline, quand même tough à trouver de façon quotidienne. Là. Fait il y a une époque, mon adolescence, ça se trouve facilement. Mais écoute, non, c'est ça. Je suis pas vieille comme la mescaline. C'est ça l'affaire qui est weird. C'est ça, c'était tough à trouver quand j'étais jeune. On a une dizaine d'années de différence à peu près. C'est ça. Moi, tu vois, ça a été aussi Ça a été une de mes béquilles. Ça a été une grosse épée. Appelez-vous ça de la WA ou c'est juste en Abitibi? C'était de la Whiz, nous autres. Ah, ouais? C'était de la Whiz. C'est où? À Longueuil, c'était de la Whiz. OK. En Abitibi, c'est de la WA. C'est encore de la WA. C'est avec lui que j'ai essayé toutes les drogues. J'allais dire les drogues le fun, là, mais toutes les drogues un peu plus funky, là. Kétamine, GH, meth, toutes ces affaires-là. On avait du fun. On avait du fun. Puis on était vraiment, vraiment proches. Il m'a aidé à un point incroyable. Cet homme-là, je l'ai tatoué sur mon pied, puis le tatou qui est écrit « Fear is a liar ». Tes peurs, c'est des bullshitters. J'ai traduit en anglais parce que c'est pas beau, tes peurs sont des bullshitters, mais c'est ça qu'il me disait tout le temps. Bullshitter, c'est pas vraiment français non plus. Mais il y a ça, mais c'est le même qui me le disait. Tes peurs, c'est du kick. Ça serait weird d'avoir ça sur le pied. Là. Parce que, mettons, il en revenait pas que moi, à genre, je sais pas, 16 ans, j'étais terrorisée des éclairs. S'il y avait des éclairs dehors, je me cachais en dessous de mon lit, là, c'était à ce point-là. Puis pendant un bout, Ben, il savait, s'il y avait des éclairs dehors, il prenait son char, il s'en venait chez nous, il me sortait d'en dessous du lit, il m'amenait de force, c'était un kidnapping. Il m'amenait de force à la tour Rotary, qui est comme le plus haut sommet que tu peux aller, une tour en haut d'un sommet à Val-d'Or. Puis il me laissait pas partir de là jusqu'à temps que j'arrête de brailler puis de crier. Là. Il était comme, tes peurs vont pas diriger ta vie. Ça n'a aucun sens que tu aies peur de ça. Ça te fera pas mal. Vaincre tes peurs. T'sais. Puis à cause de lui, maintenant, quand j'entends un tonnerre, là, je ris. Là. Je trouve ça vraiment beau. T'sais. Il me soignait plein de mes peurs de même. Là. Quoi? On ne sait pas cette méthode-là. Non, de kidnapper vos amis qui ont peur. Non, mais c'est comme un genre de thérapie par exposition, mais tough love. Il était toujours très tough love avec moi. T'sais.
Fait qu'il m'a énormément aidé avec ce genre d'affaires-là. Par contre, quand il est sorti de prison puis il a eu son diagnostic de VIH, pour lui, la vie ne comptait plus. C'était plus important, sa vie, tu comprends? Il conduisait pas de permis, puis quand il est sorti de prison, il y a eu un diagnostic de VIH parce qu'il y a eu un test en prison. Fait que pour lui, sa vie comptait plus. Il chauffait pas de permis, puis il me disait même ben c'est pas grave, même si je m'endors au volant, quand je pogne la garnotte, ça me réveille. Je me souviens qu'il m'a dit ça à ce moment-là. Sa vie ne comptait plus pantoute pour lui. La drogue était vraiment pire que c'était. Puis là, plus de mescaline. Fait que c'est rendu les painkillers, oxy, puis whatever. Je savais même pas c'était quoi, mais lui, il était ses grosses oxy, il sniffait tout. Là. Vraiment, vraiment tough de voir son meilleur ami de même. J'étais vraiment rough aussi dans la drogue, mais rien comparé à lui. À un moment donné, il pouvait avoir son char, mais il fallait qu'il y ait une balloune dedans. J'ai vendu mon char. Je pense qu'il était encore mon nom à ce moment-là. Il dit, il faut que je m'en aille à Rouen, qui est comme à 1 heure de Val-d'Or, pour faire poser ma balloune. Tu veux-tu venir avec moi? Je fais, ouais. Mais c'était comme à 7 heures le matin. Moi, j'étais une droguée, là. Je me lève pas à 7 heures le matin. Fait que j'ai passé tout droit ce matin-là. Il a pris son char, s'en allait à Rouen, puis en chemin, ben, il a pogné le clos. Il est tombé dans le lac, puis il est mort. Ce jour-là. J'avais 7 ans. Je reçois un appel me disant qu'il est mort dans mon char, le char que j'étais censée être dedans. Fait que là, ça ramène plein d'affaires. Ça ramène le fait que si je m'étais levée, c'est moi qui aurais conduit puis il aurait été correct, ou je serais peut-être morte avec. J'avais jamais perdu personne à ce moment-là. Là. C'est la pire affaire du monde d'avoir une mort autour de toi. Même, j'étais pas prête. Là. Je savais pas pantoute. Là. Je te niaise pas. Là. Sérieux, dans ma tête, je pense que c'était une semaine, là, mais au pire, 1 mois. Là. En 1 mois, je me suis laissée d'être le chum toxique avec qui j'étais à ce moment-là. J'ai arrêté toute la drogue, puis je déménagé à Montréal. J'ai plus jamais repris de drogue. Il m'a sauvé la vie. Sa mort me sauvé la vie. Parce que ta région te rappelait, tout te rappelait lui. Je me suis dit, je vais mourir moi aussi. C'est ça. Non, c'est vraiment, ça m'a fait me rendre compte sur quel chemin je m'en allais. La voie sur laquelle tu étais. Puis j'avais trop de potentiel pour faire ça. Moi, tout ce que je voulais, c'est aller à l'école à ce moment-là. Puis après ça, les années après ça dans ma vie, tout a été régi par le fait de moi, je veux juste aller à l'école. C'est tout ce que je veux faire. J'ai mon deck, j'ai mon bac aujourd'hui. Il me sauve la vie. Tu arrives à Montréal? J'arrive à Montréal. Ça se passe comment? La fille de région en grande ville? J'avais jamais goûté à l'anxiété de ma vie. Là. Je sais pas si c'était le sevrage ou Ça aide pas, juste me sentir donc bien toute seule au monde. Tu sais, n'importe qui vient d'une petite ville de même, qui déménage dans une grande ville, peut te le dire, là, c'est vraiment épeurant. Ça fait vraiment peur. Parce que tu t'éloignes de tout ce que tu connais. Je l'ai déjà perdu, mon père. Ça me tente-tu, moi, de m'en aller loin de même, de mon père, de ma mère, tu sais? C'était vraiment tough. Encore aujourd'hui, c'est tough d'être loin même de mes parents. Ouais. Fait que là... À l'époque, c'était un besoin que tu avais. Il fallait que je décalisse. Je savais ce qui s'en venait. J'avais aucune conscience des conséquences à long terme de mes actes. Aujourd'hui, je le réalise, là, ça allait vraiment mal finir. Je sais pas combien de fugues j'ai faites. C'est un miracle que j'avais pas fait de prison. C'est bien parce que j'étais aussi jeune. C'est vraiment parce que j'étais aussi jeune que... Il voulait plus te voir dans le palais, fait que t'arrêtais pas. C'est ça. La plus grosse bénédiction de ma vie, c'est qu'un dossier, ça s'efface à 18. C'est la plus grosse bénédiction que j'ai jamais eue. Ça, c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, mais c'est pas vrai. Ah non? Ben j'ai checké, puis il n'y a pas de traces. C'est tout dépendant des situations, mais c'est ça. Dire que ça s'efface, c'est un grand mot, mais là, c'est sûr qu'il y a ça doit être plus tough à trouver, mettons. Là. Ouais, mais ça dépend des cas aussi, ça dépend des arrestations. Ça, une petite entrée par domicile ou une possession. Ça, possession d'explosifs, mettons. Possession d'explosifs. Tu l'avais dit que j'allais dire des affaires. Là, je vais te ramener. Des affaires que personne ne sait, sauf ma mère. Je vais lui dire de pas écouter ça. ça va la ramener à des places pas possibles. Pauvre mère, ma mère, je disparais. Pendant que mon père est en prison, je disparais. À un moment donné, elle s'en fait qu'elle crie. C'est une mère italienne, là, mère poule. À un moment donné, elle a juste un appel à comme, je sais pas, genre 1h du matin. On a trouvé votre fille. Elle était dans une place, elle dormait sur un lit qui, en dessous, était entreposé les explosifs, toute la drogue, tout ce qui avait à cacher en dessous de mon lit. À Lebel sur Quivillon, que j'étais à ce moment-là, qui est à peu près à 4 heures dans le bois de Val-d'Or. Fucking loin, là. Je me suis retrouvée loin, avec du monde pas fiable, là, qui se sont fait pogner. J'étais là. Ce qui m'a sauvée, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait comme une lettre de fugue dans mon sac
que j'avais jamais donné à ma mère. Elle n'avait pas eu d'explication. OK. Fait que, comme, je sais pas pourquoi, là, en tout cas, ils m'ont pas traité comme. Ils ont traité ces deux-là, qu'eux autres ont fait du temps, là, qui étaient dans la maison aussi. C'était comme jeune fille en fugue qui est comme mauvaise place, mauvais endroit. Oui, mauvais c'est moment, ça, c'est ça. Tout ce que je me souviens, c'est de passer genre 8 heures dans une genre de salle d'attente en vite, mais je peux pas sortir de là, c'est carrément comme si j'étais dans une cellule comme les autres. Mais d'après moi, à Lebel, ils ont pas 3 cellules. Fait que les deux étaient dans les cellules, la jeune était là avec les pamphlets. Je te jure, j'ai lu tous les pamphlets qu'il y avait dans cette place-là pendant 8 heures. J'étais en train de virer folle. Les autres, ils appellent ma mère, ils s'en viennent me chercher. Et tabarnouche, c'est une sainte. C'est une sainte, ma mère. Je vais y acheter une maison quand je vais être riche. Là. Elle mérite tout du monde. Là. Elle a toujours été là avec trop d'amour. Trop d'amour. Ah. Je suis née dans l'amour. Là. Ah non, pas trop. Ouais. Je connais trop de monde qui n'en ont pas assez eu. Ouais. T'en as pas trop son eu. amour m'a étouffée, puis c'est ça qui a fait que je me suis éloignée. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que avoir été aussi problématique que j'étais, je peux pas imaginer si j'avais eu des mauvais parents. Tu comprends? Exactement, je m'en allais. Tu dis ça, ça t'étouffait, mais en même temps, imagine-toi si tu n'avais pas eu cet encadrement-là, cet amour-là. Je serais plus là. Tu veux-tu savoir à quel point je serais plus là? Aujourd'hui, là, au moment qu'on se parle, là, dans toute ma gang d'amis, là, je peux pas t'en nommer un qui est pas mort. Ils sont tous morts. À chaque année. Là, de cette époque. Encore là, il y en a un qui est mort l'année passée, l'année d'avant. Ils meurent tous de quelque chose. Overdose, suicide. Il y a tout quelque chose qui arrive. Ils sont tous plus là. C'est incroyable quand tu penses à ça. Je me tenais juste avec des gars. Là. Il y a une fille qui est morte. Elle restait toutes des gars. Tous mes amis de quand j'étais ado sont morts. C'est incroyable là, quand je pense à ça. Fait que, et on dirait que j'avais compris que c'est ça qui allait m'arriver parce que j'étais la plus reckless de la gang. Là. C'est ça qui serait arrivé. C'est sûr. Surtout aujourd'hui que j'ai fentanyl puis tout. Oublie ça, là. Oublie ça. J'avais pas conscience de ça, là. Du tout. Fait que, sincèrement, sa vie menait pas à grand-chose à Ben. Mais moi, je le vois comme ton sauveur. Mon sauveur. 100%. Ouais. Tu fais quoi quand tu arrives à Montréal? Je m'en vais à l'école. Tu m'en vas à l'école? Je finis mon secondaire. Après, je m'en vais au cégep. Puis après, je vais à l'université. En quoi? C'est ça, je peux pas dire. Ah. C'est ça. Parce que c'est. Genre, je dis tout à propos de moi, mais ça, c'est le bout que je peux pas dire parce que ça serait trop facile de trouver mon identité si je dis dans quoi j'ai étudié. C'est vraiment par rapport à la protection. On va le dire parce que Sonia Van Sacher, qui est ton nom sur Instagram et partout, ce n'est pas ton vrai nom. Non, sinon, ça serait vraiment cool comme vrai nom. Ouais. Okay. Non, je suis italienne, je suis pas allemande. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, je t'ai déjà entendu. En tout cas, tu en as déjà parlé là, de la raison. Je pense à couple ouvert, si je me trompe pas. J'en ai parlé d'une couple d'affaires, mais Von Sacher, ça vient du nom, masochiste. C'est un auteur au 16e siècle. Son nom est tiré de masochiste. OK, fait que tu peux pas en parler. OK, mais cool, on n'ira pas. Juste parce que je serais trop facile à trouver. Là. Parfait. Ouais. Ta vraie identité serait trop facile Exactement. à trouver. Exactement. Fait que c'est la seule affaire que je parle pas. Et si on va avoir ta vraie identité, il faut être policier, t'arrêter pour un stop, puis là, on va avoir le vrai nom. Ouais, genre. C'est pas des idées, messieurs les agents. Arrêtez-moi, les policiers. C'est une autre affaire. C'est mes propres problèmes. Fait que tu retournes à l'école, fait que tu as ton bac, tout. Les premières années, là, anxiété, comme crise d'anxiété, en tomber sans connaissance, à saigner du nez, puis me réveiller une couple d'heures après. Là. Anxiété de fou, là. Puis je pense pas que c'était le sevrage de drogue, là, à ce moment-là. C'était vraiment, tu sais, la mort de mon ami, le fait de me retrouver dans une ville que je connais pas, tu sais, et prendre un métro, un autobus. Il y a rien de ça en Abitibi, là. Je suis complètement perdue, là. Tu fais comment pour payer tes études? À ce moment-là, j'en arrache en maudit. Je me souviens très bien d'avoir à aller à Banque Alimentaire, qui est fucking loin de chez nous, avec une genre de valise, là, il manque une roue dessus, fait que le frame en bois, il traîne à terre sur le trottoir, man. Pour te sentir pauvre, là, tu te sens pauvre en esti, là. Puis manger de la bouffe, que moi, j'ai tellement de restrictions alimentaires, mais genre, n'importe quoi qu'il me donnait, je le mangeais, j'avais rien d'autre. J'ai même encore des photos de ça, de quand je revenais de la Banque Alimentaire, je remplissais mon fridge, je prenais des photos de mon fridge comme si c'était un photoshoot, là. J'étais comme... Ça me rendait tellement heureuse d'avoir le fridge plein de bouffe. T'sais. C'est rare, le monde de mon âge qui vit au Canada, qui ont ressenti c'est quoi la faim, là? T'sais? Plus que tu penses, je pense. Ben, je pense que oui, il faudrait que j'écoute plus de malheureusement, là, je te dis, moi, j'en connais pas beaucoup, là, du monde qui ont vraiment ressenti j'ai la eu précarité alimentaire. Un kid genre de 9 ans qui va voler à l'épicerie pour nourrir lui puis son frère de 5, genre. Chris. Ses parents sont pas là, puis ça dérape. Là. Ouais. Ah, fuck. Non, c'est ça. Des fois, puis c'est pas pour. Non, ben non. Dire, non, regarde. Dans mon monde, mettons, j'ai jamais vu ça, mais c'est sûr que sur le podcast, il va y en avoir beaucoup qui ont des histoires 1000 fois pire que moi, là. C'est sûr. Là, malheureusement, il y en a trop. Oui, vraiment. Puis les banques alimentaires, ils ont tellement de la misère en ce moment. Là. Il y a du monde qui travaille 40 heures semaine puis qui ont besoin d'aller aux banques alimentaires. C'est absurde. Complètement absurde. Ben non, 75$ par semaine, on peut faire une épicerie selon le gouvernement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Chris. Puis
Tu finis ton cours à l'université, on ne sait pas en Ouais. quoi. Est-ce que tu vas J'ai, travailler dans ton cégep en domaine? premier. Ouais. Je fais mon cégep. Puis, j'étais-tu au cégep? J'étais au cégep quand j'en arrachais de même avec les banques alimentaires. Moi, comme je te dis, tout ce que je voulais, c'est aller à l'école. J'étais la première dans ma famille à faire des études postsecondaires. C'était tout ce que était être étudiante. J'ai mis mon obsession là-dedans pendant des années. J'étais première de toutes mes fucking classes. Mais ça veut dire ne pas dormir de la nuit, étudier comme une calice de folle pour être la meilleure, parce que si je perdais 1% dans un cours pour une raison ou pour une autre, je pleurais. C'était pas sain, là. C'était pas sain, là. C'était vraiment pas sain. Dans mes cours d'espagnol, il fallait que je sois meilleure que les hispanophones, sinon, j'acceptais pas. Tu comprends? C'était vraiment tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'avais. Anxiété de performance. C'était l'école, tu sais. Oh ouais, je l'ai encore. Je suis un peu perfectionniste, puis control freak, puis vraiment de même avec tout, ce qui fait que j'ai full de succès aujourd'hui, là, mais je travaille vraiment fort. Puis j'ai toujours travaillé vraiment fort. Fait que là, j'essaie d'avoir des jobs sur le side, mais en attendant, je suis tellement TDA, ça me prend 1000 fois plus de temps à arriver au même niveau que les autres. Ça me prend 1 million fois plus de temps d'être la meilleure de mes classes. Puis c'est tout ce que c'était ma valeur pour moi à ce moment-là. Tu te définissais par tes notes. Là. 100%. C'était tout ce que j'étais. Fait que j'avais de la misère à me trouver une job, j'avais de la misère à trouver du temps pour avoir une job. J'essayais d'en avoir, puis ça marchait pas. Puis là, j'avais des prises de bourse. Puis si je travaillais, je perdais des prises de bourse. C'était vraiment une situation. Là, fait que banque alimentaire, manger vraiment de la bouffe de merde pendant longtemps. J'étais vraiment tannée. Puis là, j'ai découvert que j'étais assise sur une mine d'or. C'est comme ça que je l'explique. Je suis désolée. Non, c'est correct, c'est correct. Je découvre c'est quoi les Sugar Baby. C'est le même que ça a commencé. Sugar Baby, OK. Beaucoup d'escortes, c'est comme ça que ça a commencé, les Sugar Baby. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde aussi dans l'exploitation sexuelle que ça a commencé comme ça aussi. Ouais, malheureusement, c'est rarement par leur choix, mais c'est plus parce qu'il y en a qui cherchent des Sugar Baby, mais c'est ça. Beaucoup trop jeunes. C'est ça. Je ne l'ai pas fait de la bonne façon au début, il faut l'avouer. Okay. Je voulais du cash. J'avais tellement de... Je faisais... C'est ridicule à cette heure quand je pense au montant que c'était, là, mais j'étais tellement contente de faire l'argent que je la comptais sans arrêt. Okay. C'était de l'argent en cash, là. Je la comptais sans arrêt, ça me faisait me sentir bien parce que j'en avais jamais eu. Puis après ça, j'ai eu le syndrome du nouveau riche, que j'appelle. Okay. L'argent va et vient tellement rapidement que je te jure, là, j'avais tellement pendant longtemps mangé de la merde que je mangeais du poulet au beurre tous les jours. J'avais un restaurant indien pas loin de chez nous. Puis il y avait de la petite bon poulet au beurre. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme make it rain. Je mangeais du poulet au beurre. J'ai pris comme 15 livres en vraiment pas longtemps parce que j'étais comme... Grosser ta mine d'or. Oui, exact. C'est ça. J'ai grossi ma mine d'or. Mais juste, le concept Sugar Baby, dans le fond, c'est le sugar. On connaît souvent le terme Sugar Daddy. Donc, c'est quelqu'un qui va payer une fille plus jeune pour l'accompagner partout. Fait que la fille, c'est ce qu'on appelle une Sugar Baby. Oui, c'est un maudit beau terme pour dire de la prostitution, une escorte qui n'a pas de protection. Là. Moi, c'est le même que je le vois. Là. Je compte ça, le Sugar Baby, parce qu'en attendant... Attends, là, il y a une chose... C'est de l'escorte sans protection. Oui. Parce que moi, je suis protégée dans plein de choses que je fais. Je fais un métier hyper dangereux. Je ne vais pas te faire croire que non. Là. Non. Non, crissement pas. En attendant, j'ai plein de couches de sécurité aujourd'hui que je n'aurais jamais eues dans ce temps-là. En attendant, là, premièrement, aujourd'hui, OK, je suis une escorte professionnelle de carrière. Il y a un client qui est pas correct, méchant, time waster, toutes sortes de raisons. Je le blacklist. En attendant, ce client-là, s'il est blacklisté puis qu'il ne peut plus voir aucune escorte en ville, il va aller où, tu penses? Sur les sites de Sugar Baby. Voir des filles plus jeunes, plus impressionnables, qui n'ont pas aucune façon de savoir que ce gars-là, c'est un mauvais gars. Quand tu parles de sans protection, tu parles pas de sécurité. Parce que moi, quand tu parlais de pas de protection... Tu pensais que je parlais de condom? Ouais. Non. C'est ça. C'est pour ça que ça m'a fait ça. C'est comme sans protection, c'est comme là, tabarnak. OK. Non. Non, sur les sites de Sugar Baby, les gars vont s'essayer vraiment plus à enlever le condom, justement. Ils ont une femme à la maison, mais eux autres, ils veulent pas mettre de condom avec toi. Tu te bats vraiment plus avec ça aujourd'hui. En tant qu'escorte, après des années, je pense que c'est arrivé une personne qui a mentionné même enlever le condom. Puis j'ai dit non, respectueusement. Quand il est sorti de la porte, j'ai décidé que j'allais plus jamais le revoir. Mais je suis chanceuse. Encore là, je suis sur mon petit nuage de privilèges et j'en suis totalement consciente, Cédric. Là. C'est vraiment pas une majorité qui ont la chance. Ta situation ne reflète pas 90% du tout. Et
je rajouterais même à ça que je suis totalement consciente que venir parler de ça, mon Instagram, mon podcast Filles de joie, qu'on va avoir plein d'escortes, plein de travailleurs du sexe là-dessus, mais pas juste des travailleurs du sexe. Là, by the way, t'es vraiment le bienvenu à venir quand tu veux. Ça va me faire plaisir. Les filles de joie qui viennent là-dessus, puis tout, on dirait qu'on peut peut-être glamouriser ce travail-là. Je suis pas d'accord avec le terme glamouriser, mais en attendant, on pourrait peut-être normaliser ça pour certaines personnes qui vont avoir le goût de le faire, mais qui vont tomber sur les mauvaises personnes. T'sais, j'en suis consciente de ça. En attendant, c'est une réalité qui existe. Puis je suis pas invalidée par les mauvaises expériences. Puis mon côté de la médaille, on l'entend moins souvent. Moi, je considère que je préfère avoir quelqu'un qui vient en parler au risque de donner envie, tu sais, comme tu disais un peu ça, mais au moins de ne pas faire « ça n'existe pas, ça exact. existe pas ». Parce que ça l'aide pas les filles parler, qui ça sont existe, contre c'est ça. leur gré. Là. Se cacher dans le sable, dire « ça n'existe pas, ça n'arrivera pas à ma fille ». Non. Exact. C'est mieux avoir quelqu'un qui en parle ouvertement, me dire « gars, si t'es pour t'en aller là, je te le conseille pas, mais si t'es pour aller là, fais attention à toi. » tu sais. Il y a énormément de risques. Je comprends. Moi, je voudrais pas que ma fille elle fasse ça. Tu sais. Comme je voudrais pas que ma fille aille dans l'armée. Pour les mêmes raisons. C'est le même que je le vois. En attendant, c'est un métier qu'une très petite minorité du monde peuvent le faire de façon saine, équilibrée, comme je le fais. Il y a énormément de risques. À la fin de la journée, tu es souvent avec des gars gros comme toi, une fille petite comme moi, tout seul dans une place, toute seule. Il y a des risques à ça. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber. Combien d'histoires on entend des nouvelles d'une escorte qui se fait tuer? C'est une réalité. En attendant, en parler comme moi j'en parle, ça va aider autant l'escorte de luxe qui veut pas se faire violer que la fille qui travaille sur le coin de la rue, que la jeune de 16 ans qui a un pimp. Ce que moi, je viens dire aujourd'hui, ça va aider tout ce monde-là. C'est pas vrai que je viens ici pour dire devenez toutes des putes. T'sais, voyons donc. Au contraire, je conseille personne de faire ce métier-là parce qu'il y a tellement de risques. Il y a tellement de risques. Moi, ça me convient, mais c'est vraiment une minorité. C'est pas vrai que c'est de l'argent facile. C'est vraiment pas vrai. Je vais te poser la question, est-ce que tu as commencé ça tout seul, là, un site de Sugar Baby? Ouais, j'ai découvert à Dr. Phil là, OK. que ça existait. Le show américain, là. Il y avait un show, c'est Sugar Baby. Là. Excuse-moi, t'allais dire? Non, c'est correct. Okay, vas-y. J'ai découvert que ça existait. J'étais encore en couple avec mon ex à Montréal. Puis ça m'a resté dans la tête. Puis au moment qu'on s'est séparés, si je me suis ouvert un compte là-dessus, tu sais. Puis je trouvais ça donc bien cool, mais c'est sûr que ça te miroite l'histoire de tu t'en vas manger au restaurant avec des gars riches et puissants, puis ils te donnent de l'argent pour presque rien. T'sais, c'est un peu ça que ça te miroite. T'sais, en attendant, je suis une personne full ouverte sexuellement. Ça me dérangeait pas d'avoir du sexe avec eux. Mais il y a plein de monde qui vont aller sur ce site-là en pensant que c'est juste ton temps, tes beaux yeux pour des cadeaux. Non, c'est du sexe pour de l'argent. On va arrêter de se mettre la tête ensemble. Là. Il va être fin tout le long du souper, tout ça. Il va être attentionné envers toi, mais au bout de la ligne, il y a une attente. Il veut son sexe. Oui. Exactement. En fait, Sugar Baby, c'est arrivé. C'est jamais arrivé que c'était juste pour mes beaux yeux, pour mon temps. Escorte, ça m'est arrivé vraiment plus souvent. Okay. Surtout depuis que je suis dans la vie publique. Là, on dirait que le monde veut me booker pour me jaser. Je trouve ça vraiment cool, tu sais. Mais c'est du sexe pour de l'argent. Arrêtez de vous mettre la tête ensemble, tu sais. Fait que là, je commence sur ce site-là, puis moi, je voulais juste de l'argent. Je pensais que c'était de même que ça fonctionnait. J'ai couché avec du monde que je m'entendais pas bien avec, que j'aurais jamais couché avec eux autres s'il n'y avait pas d'argent en jeu. Puis je me suis traumatisée. OK. Après ça... Dans le sens... Justement, y a-tu des histoires à cette époque-là que... Est-ce que tu as eu peur? Y a-tu des situations où... Parce que c'est traumatisant, plus traumatisante parce que... Moi, je me suis traumatisée parce que j'étais comme... Voir que je couche avec cette personne-là, mais je payais pour. Tu comprends? Dans ce temps-là, c'était ça. Tu as dépassé des limites qu'aujourd'hui, tu ne dépasses plus. Ah, 100%. Okay. Je voulais tellement donner un bon service qu'on n'appelait pas un service dans ce temps-là. Tu sais, on se mentait toutes. Là. C'est pas du travail du sexe, là, le Sugar Baby, mais c'en est solide. Là. Au contraire, c'est du travail du sexe à certains égards plus dangereux que ce que je fais aujourd'hui. Tu sais. Parce que tu es tellement... J'imagine que le client devient tellement impliqué émotionnellement que là, ça devient dur de faire une cassure à un moment donné. Il y a l'impression qu'il y a des droits sur toi. Oui, il y a l'impression que tu y appartiens. Il y a l'impression qu'il y a des droits sur toi. Tu es plus jeune, plus impressionnable. Il y a l'impression qu'il peut en retirer plus de toi. Finalement, les gars sur ce site-là, c'est des clients cheap. C'est du monde qui vont vouloir, du monde qui vont moins avoir de règles, de limites, que ce soit sexuel ou de temps, pour le moins d'argent possible. C'est ça que c'est, ces sites-là. J'encourage personne à faire ça. En attendant, j'avais pas conscience que c'était l'enfer, là, tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai eu une date avec un sugar daddy on est tombé bien gros en amour. OK. Ouais. Puis on s'est fiancés.
Puis j'ai arrêté pendant quelques années. Le Pretty Woman style, là, un peu. Solide. Genre tellement, là. Ben, c'est sûr que j'étais pas une escorte de rue, là, mais en fait, un mélange de Pretty Woman puis de 50 Shades of Grey. OK. C'était ça, la relation. Ben, sans le côté BDSM, mais plus le côté, tu sais, puissant, nanana. La puissance. Ouais, c'est ça. Fait que là, bel appart, belle vie, nanana. Après ça, ça devient super contrôlant, là. Je sens qu'on pourrait en parler bien trop longtemps. T'as plus là, besoin de le faire parce que lui... Il veut pas que je le fasse, là. Puis il a assez d'argent, puis il te paye comme si, mais... C'était ça que c'était censé. C'était ça que c'était censé. Je veux dire, il te paye assez pour que tu n'aies pas besoin de faire d'autres clients. Non, mais c'était juste un homme très, très toxique. Je pensais que oui, j'allais avoir la belle vie, son appart était donc bien beau, là, son beau condo et tout. Mais finalement, c'était full toxique, puis j'étais rendue poignée là. Une cage dorée. Parce que, ouais, puis c'est là que j'ai décidé que jamais je vais dépendre d'un homme ever again. Là. Comme j'avais besoin de le têter pour avoir de l'argent, là. Genre, pas le têter, tu comprends? Non. Ouais. Genre, quand j'ai arrêté d'être Sugar Baby, j'avais des faux ongles. Puis là, ben, quand je pouvais plus être Sugar Baby, c'était rendu que mes ongles étaient tellement longs que je prenais n'importe quoi, puis ils pliaient. Genre, tu peux pas comprendre, là, mais les filles vont comprendre. Quand ils sont rendus tellement longs, que tu prends n'importe quoi, puis ils plient, puis ça fait fucking mal. On dirait que tu viens de te lever un ongle. Là, j'étais comme, faut que je fasse de quoi, là? Tu sais, Chris, aide-moi, là. T'sais. Mais il fallait tout le temps que je le demande de même. Ça n'a pas de sens, là. Puis là, après ça, gros contrôle financier aussi par rapport à ça, parce que c'était vraiment un jeu de pouvoir avec ça, là. Je faisais moins d'argent que lui, fait que tout mon argent allait dans son compte. Puis lui, ben, il me donnait sa carte de crédit, puis toutes les dépenses allaient sur la carte de crédit commune, tu comprends? Mais lui, il checkait chaque scène, que super malsain, là. Vraiment malsain, au point que j'étais une super bonne étudiante, encore là, j'étais aux études. Puis j'arrêtais pas de gagner des bourses d'excellence. J'arrêtais pas d'en gagner. Ça tout le temps. Puis ça allait direct dans son compte. Parce que lui, il paye tout. T'sais. Bonne job, bonne réputation, cadre dans une grosse business. T'es-tu une relation cachée ou... Non, super ouverte. Il a même demandé ma mère s'il pouvait me demander ma main, puis grosse affaire. Grosse affaire. Ouais. Fait que là, à un moment donné, monsieur me demandé l'autre fois, comment ça a chier, ça, déjà? Il y a une couple de jours, je sais même pas 100% sûre comment ça s'est passé, mais je sais que c'est lui qui m'a laissé. Comme il m'a redonné ma liberté, comme on disait, là. On a passé à comme une couple de semaines de se marier, là. À ce point-là, là. Tu sais, le pire, c'est que je sais que tu n'as jamais eu affaire à des pimps, mais tu sais, outre le fait que tu couches pas avec quelqu'un, mais ça ressemble vraiment à une... C'était une relation toxique. Une relation comme ça, sauf que lui, ne forçait pas à coucher avec d'autres mondes, mais tu sais, c'est un peu un... Non, au contraire, il n'aurait pas voulu que je couche avec d'autres mondes. Situation de contrôle, là, tu sais. Ouais. Il y avait le contrôle sur toi, mais sans te vendre. Oui, j'ai contrôle sexuel au bout aussi. À un moment donné, il a fallu que je voulais donc bien un vibrateur, là. je voulais donc bien crosser, là. Puis il a fallu que j'en... Tu sais, il commençait à en vendre dans les pharmacies, là. Tu sais, à cette heure, il y a comme des petits vibrateurs qui vendent dans la pharmacie. Il fallait que je le jette à la pharmacie pour faire passer ça comme quelque chose, genre du shampoing ou whatever, sa carte de crédit, puis que je le cache vraiment bien dans la maison. Parce que, oublie ça, avoir un... Il l'aurait mal pris que j'aille un vibrateur. Je suis pas assez pour toi. Il aurait trouvé de quoi. Tu sais, il aurait trouvé de quoi. C'était juste hyper malsain. Fait que c'est ça. Depuis ce temps-là, je suis célibataire. Ça fait fucking longtemps. Parce que... Puis c'est pas... Oui, il y a le traumatisme de ça, mais il y a aussi le fait que... j'ai jamais besoin d'être avec un gars ou une fille. J'en ai jamais eu besoin, mais ça, c'était clairement, ça m'a juste... Je sais qu'il y en a des belles relations saines, mais même ça, j'en veux pas. C'est correct. Le jour... Puis là, j'ai eu le temps, ça a comme duré 2 ans. Fait que j'ai eu le temps pendant ce temps-là de tout repenser à ce que j'avais fait avant, comme Sugar Baby pendant quelques mois. T'sais. Puis là, quand on s'est laissé, j'étais comme... J'ai le goût d'y retourner, mais je vais avoir une règle maîtresse que je vais m'appliquer à toutes, c'est que je ne ferai rien que j'aurais pas fait s'il y avait pas d'argent. Tu comprends? C'est une règle draconienne, ça, là. OK, c'est-à-dire, ce que je ferais avec un gars ou une fille, whatever, ce que je ferais avec quelqu'un, si cette personne-là ne me payait pas, pour le plaisir, je veux dire, si quelqu'un me paye, je ne dépasse pas ma limite. Oui, c'est ça. Si j'avais pas eu le réflexe de coucher avec cette personne-là sur Tinder, je vais pas coucher avec pour de l'argent. OK. Ouais. C'était vraiment ce qui a fait que j'ai pas fait beaucoup d'argent, on s'entend, là. Non, mais c'est ça. Mais en attendant, je suis quand même une personne qui a clairement une dépendance au sexe, faut se le dire, là. Tu sais, la nymphomane ou whatever, là, c'est un vrai diagnostic qui existe, là. Oh, oui, de là, pourquoi je voulais tomber un vibrateur, tu comprends? Ça a toujours été... C'est ma dopamine à moi, là. Depuis que je prends plus de drogue, c'est ça, là. C'est les orgasmes, moi, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis dans le meilleur job du monde, pour moi, tu sais. Je joins l'utile à l'agréable en esti, là. J'ai déjà parlé avec des filles qui le font aussi par choix, puis tu veux, eux autres m'ont dit
impossible d'avoir du plaisir. Impossible avec un client d'avoir du plaisir. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons. C'était des conversations comme ça. Là. Je pense pas que c'était des parce que ça peut être, t'es trop en mode service pour te laisser aller dans ton plaisir. Tu sais, ça prend des années avant d'apprendre de pouvoir vraiment avoir du plaisir. Pas été aussi deep que ça, ces conversations-là. Mais... non, moi, même que si je travaille de façon régulière, j'ai même pas besoin de sexe dans ma vie personnelle. Okay. Ça comble vraiment ça, niveau affectif. Intime, mais de dire arriver à ça, je veux dire, ça veut dire que toi, tu vas demander une photo à la personne qui va te contacter, si tu la connais pas. Tu vas aller genre scruter son Facebook, ces affaires-là même. Ouais, on appelle ça le screening. Là. J'ai énormément d'étapes avant de pouvoir me booker. Là. Faut que tu passes mon screening. Quand ça a commencé, dès le début, mettons après la passe Sugar Baby, puis la passe avec lui, c'est un projet que tu t'es inculqué dès ce moment-là. Là. Pas les photos puis tout, là. Non, mais oui, parce que j'avais peur de me traumatiser comme je l'avais fait le couple de mois que j'avais fait. Mais si quelqu'un t'appelait, t'arrivais chez eux et tu faisais comme, mais non, ça arrivera pas. On jasait beaucoup avant, là. On jasait beaucoup. Je faisais sûr que c'était quelqu'un que j'avais une affinité avec puis qui m'intéressait physiquement. Fait que tu essayais de trouver des éléments qui allaient t'amener à être capable de le faire. Parce que je me dis, c'est un monsieur de 70 ans, c'était dans 20 ans. Ça n'arrivait pas, justement, parce qu'à ce moment-là, c'est pas ça qui m'attirait. OK. Mais comment tu le sais quand quelqu'un te contacte? Je pose sur les sites de Sugar Baby. OK, parce que tu es retourné sur le site de Sugar Baby directement. J'aurais jamais été... C'est pas une annonce, c'était pas... Non, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, c'était inconcevable pour moi de cogner à une porte, que la personne qui l'ouvre, il faut que je couche avec. Pour ça, c'était inconcevable dans ma tête. Il fallait vraiment que je développe quelque chose avec la personne puis que je vois de quoi il a l'air. C'était là que j'étais dans ce temps-là. En attendant, n'importe quel escorte va te le dire que dès que tu fais ce métier-là, ça part vite, cette affaire-là de l'apparence puis tout, parce que tu te rends compte que c'est vraiment pas les plus beaux avec qui tu as les plus beaux moments. T'sais. C'est vraiment pas le cas. C'est pas les plus jeunes, c'est pas les plus beaux. C'est rarement les plus beaux qui font appel à... Ah, j'en ai plein. Ouais? Ouais. Des fois, j'ouvre la porte, stéréotype peut-être de dire beau bonhomme, il n'en a pas besoin. Là, tu vas dans un bar, après 10 minutes, tu pars avec une fille. Là. Au contraire, non. Ils sont chauds, mes clients. On parle d'aujourd'hui, là. Salut, messieurs. Allô, les gars. C'est ça. Je veux pas normaliser ou glamouriser, mais je suis vraiment profondément en amour avec mon travail. La preuve, c'est que j'ai mes études dans mon métier. J'ai toutes les compétences du monde. Je peux faire ce que je veux. J'ai mon podcast à cette heure, là. Je peux vraiment vivre de ça si je veux. C'est mon choix de faire ça parce que j'ai du fun. Puis ça va faire des années que j'attends le moment que j'aurai plus de fun. Ça arrive pas. J'ai du fun, ça me donne l'adrénaline. Le avant le rendez-vous, le afterglow d'après. J'aime vraiment ça, faire ça. Okay. C'est mon bout préféré des 6 jobs à temps plein que j'ai en ce moment-là. Je suis full occupée. Salut, Cédric Bergeron, animateur du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, un vrai fan du podcast, t'as déjà entendu les mots « Comparer ma prime ». Comparer ma prime, c'est une compagnie qui a été un des premiers à supporter le podcast, un des premiers commanditaires. Ils étaient là dès le début. C'est un peu grâce à eux autres que j'ai pu garder ce podcast-là en vie. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que j'ai des auditeurs qui ont fait affaire avec eux puis qui m'ont donné un feedback positif. Puis pour les remercier d'avoir été là dès le début avec moi, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Comparer ma prime, dans le fond, ils se spécialisent en assurance vie, les aucun cas refusés. Fait que peu importe ton âge, que tu aies 20 ou 75 ans, que tu aies eu une maladie comme un cancer, que tu aies le diabète ou une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques, même si tu as un dossier criminel, si tu as déjà été refusé pour de l'assurance vie, comparer ma prime, aucun cas refusé. J'ai vraiment eu du feedback positif de mes auditeurs, puis c'est pour ça que je vous en parle. Allez les voir si vous en avez besoin. Comparer ma prime. Mais, tu sais, je veux mettre vraiment un accent là-dessus parce que t'es pas tout seul. T'as une équipe avec toi. T'es professionnel. Parce que là, la façon que ça a l'air bien, la Christ, c'est cool. Là, tu sais que je fais du cash, cool. Là, la vie est belle, je suis juste avec des beaux bonhommes. OK, ouais, non. Tu comprends? En attendant, en faisant ce travail-là dont je suis tellement passionnée, je prends la chance tous les jours de me faire tuer. Tu veux qu'on en parle, Steve? De te faire battre, de te faire violer. T'as-tu une idée à quel point que ça fait peur, ça, Chris? C'est terrifiant. À chaque fois qu'il y a une escorte qui se fait tuer, que ça sort des nouvelles, puis c'est tout le temps de hooker, la prostituée, etc. Le nombre qui se font battre puis qu'on n'entend même pas parler des nouvelles. Oui, exactement. À chaque fois, ça sort un enfant de même. Les filles vont mentir s'ils disent qu'ils ne reconsidèrent pas tout leur choix de vie, là. Parce que c'est épouvantable ce qui arrive, là. Fait que ça peut arriver. Je suis pas à l'abri, là. Personne n'est à l'abri de ça. Que tu charges 1000, 2000 piastres de l'heure, t'es pas à l'abri de ça. De un fou. De un régulier qui s'attache trop.
d'un nouveau client qui veut juste te faire du mal, c'est un métier hyper dangereux. Fait que c'est pas vrai que c'est juste beau puis tout. Je suis extrêmement chanceuse. J'ai jamais eu un viol de toute ma vie. Et je le sais que j'ai vraiment dodge bullet, là. T'as-tu des situations où t'as été craintive, par exemple? De situations X? De me faire agresser sexuellement? Ben, ou battre, te retrouves dans une situation où t'es vraiment pas à Je me l'aise. suis retrouvée dans Supposé être un gars, sont 4 quand t'arrives, tu sais, je veux dire... J'en ai entendu plein des histoires de même. Plein des affaires de le gars, il arrive avec un cocktail Molotov, il crisse le feu dans son in-call, là. J'en ai entendu, là. Ouais, parce que l'agence a volé la fille d'une autre agence, puis là, ben, le gars, il voulait faire peur, nanana. Pointer des guns à la tente, dit à ton boss qu'il ferme son agence. Pendant que j'étais dans une agence, là on se promène dans le temps, là, mais pendant que j'étais dans une agence, les autres agences, c'est ça qui arrivait, là, ça faisait peur en tabarnak, là. Ça arrive tout le temps, des affaires de même. Je suis dans plein de groupes chat d'escorte, que ça soit à Montréal, à Québec, dans d'autres villes, puis les histoires que j'entends, là, aujourd'hui, j'étais parquée en avant, puis il y avait une fille qui racontait l'histoire qu'elle a eue la veille, je voulais brailler. Ça arrive tout le temps. Fait que vous êtes un groupe de filles qui font ce métier-là, puis j'imagine qu'il y a une espèce de liste de clients qui est comme « don't touch ». Il paraît. Ah, tu l'as pas? J'ai pas le droit d'en parler. Pas trop. Ouais. Ça se peut que ça existe. Je pourrais perdre Ça se peut que ça existe. Ça se peut que ça existe. Parfait, ça serait on une ira maudite pas. bonne affaire que ça existe, mais si ça existe, c'est illégal. Tu comprends-tu à quel point c'est cave, le style de loi? OK, ouais. Tu comprends? Si on s'organise entre nous, si on a quoi que ce soit qui a l'air d'une coalition, tout d'un coup, c'est illégal ce qu'on fait. Si moi, j'engage du staff pour m'aider, que ce soit pour le booking, que ce soit pour ma protection, que ce soit chauffeur, qui est vraiment une grosse protection quand tu as un chauffeur, tout ce monde-là, aux yeux de la loi, c'est des proxénètes. T'sais. Même si c'est moi qui les paye, même si c'est moi qui éclaire, si je veux éclairer, c'est moi qui les engage. Je travaille pour toi. Ils travaillent pour moi, mais sur papier, c'est des proxénètes. En attendant, je dis pas qu'il faut légaliser le proxénétisme. Là. Je dis que la loi est hypocrite puis qu'elle devrait pas être faite comme qu'elle est faite. Parce que mon client, il est illégal. On n'a pas parlé encore, mais moi, ma spécialisation, c'est les clients en situation de handicap. C'est ça. Je n'allais pas y venir là, mais c'est correct, on va y aller. On va y aller. Non, mais c'est parce que... on se perd dans le timeline. Excusez, by the way, je suis enrhumé. Fait que je l'émeus beaucoup. Je suis désolé pour les petits sons de... S'il y avait un podcast que vous ne pensez pas qu'elle allait pleurer. Bon. Je vais revenir à le moment parce que tu as parlé d'agence, tout ça. Et puis je vais revenir aussi sur les handicapés, mais... Oui, on va y aller plus je sais que c'est pas là que ça arrive, là, de où on est rendu, je parle. Là, puis ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles tu es ici. Sugar Baby, là, tu te dis, OK, je fais ça, je veux plus dépasser mes limites, avec telle personne ou je connais pas tes limites, je veux pas les connaître, c'est pas la place non plus. Mais tu sais, mettons, si tu dis, moi, il y a des... Ça, c'est non pour moi. Pas de... avec extra, peut-être, non. Toi, si tu dis c'est non, c'est ça. Non. S'il y a bien quelque chose qu'on a en commun, les travailleuses du sexe qui font ça de leur plein gré, il faut mettre la différence, là. Oui. C'est qu'on a un respect draconien de nos limites. Puis que ça soit dans notre vie personnelle. Tu le vois même dans leur vie personnelle à quel point on met nos limites de façon non négociable sur tout, parce que c'est la seule façon de faire ça à long terme sans te traumatiser, ce métier-là. Il y a bien trop de monde qui reste dans ce métier-là trop longtemps, il n'y aurait pas dû. T'sais. Puis, à quel moment tu passes de tout seul sur un site de Sugar Baby à une agence? Je rencontre un Sugar Daddy. OK. Parce qu'une agence, moi, écoute, j'y vais, là. J'y vais de moi, puis probablement de ce que tous les gens pensent. Une agence, c'est crime organisé. C'est des pimps. Et puis tout le monde me dit de pas dire ça, je m'en calisse. J'ai assez d'expérience avec les boss d'agence. Ou... ils ont toute une protection quelconque avec le crime organisé. En attendant... il y a quelqu'un quelque part qui a une cote. Si tu me regardes les premiers podcasts que j'ai faits, je suis plus nuancée là-dessus. Okay. Là, c'est pas que je suis intouchable, mais je suis pas mal moins touchable. Je m'en calisse, c'est des pimps. C'est pas vrai. Il y en a pas un, même les agences les plus luxueuses de Montréal, que j'ai pas entendu des histoires d'horreur avec leur boss. Fait que, tu sais, poursuivez-moi pour diffamation, je m'en calisse, vous êtes des pimps. T'as pas nommé l'agence. En attendant... Puis nomme-en pas non plus. Toute la gang. Mais en gros, c'est juste pour dire, mettons... mais comment ça se passe ça? Je comprends pourquoi tu vas à une agence. Entre Sugar Baby et agence. Pourquoi je raconte un Sugar Daddy. J'arrive au restaurant, au bar. J'arrive au bar, je m'assis, puis il met sa carte d'identité sur la table. Il dit, bon, prends une photo puis envoie ça à qui de droit. Tu sais, le gars, il a compris qu'il y avait quelqu'un qui attendait de savoir si j'étais correct ou c'est que j'étais. On appelle ça un security check. Ouais. Fait que déjà, il a gagné ma confiance au bout, tu sais. De fil en aiguille, il m'amène dans des parties, dans des affaires, puis là, il me présente sa chum. Sa chum, je sais vaguement qu'elle a une agence d'escorte, tu sais, c'est une jeune fille, 90 livres, tu sais, à l'air de moins, pas 90 livres, mais tu comprends ce que je veux dire?
à l'air bien normal. Girl Tu next comprends? door. C'est pas ce que je m'attendais d'une escorte ou d'une propriétaire d'agence. Tu comprends? Elle avait une agence qui était spécialisée dans les fétiches, dans le BDSM. OK. Puis de fil en aiguille, je trouve ça donc bien cool ce qu'ils font. Moi, je suis une énorme fan de voyage. Là. J'ai voyagé, je sais pas combien je suis rendue, 40, 50 pays, j'arrête pas. Là. Dans ce temps-là, l'argent que je faisais me servait à voyager dès que la session finissait. Je crissais mon camp, puis je revenais le jour que l'école recommence. C'est vraiment ma passion, le backpack, tu sais. Puis, on allait où avec ça? L'agence, la fille, voyager. Quand je voyageais, j'ai été au Red Light District à Amsterdam, OK. à Saint-Pauli-en-Bourg en Allemagne, qui est comme le Red Light District de l'Allemagne. T'es allé pour voir ou pour travailler? J'allais visiter, OK. mais j'étais énormément fascinée par ce qu'ils font. T'sais. OK. C'est là que la curiosité, elle a vraiment monté. T'sais. J'étais vraiment fascinée par ce qu'ils font. Fait que là, dès que j'ai rencontré eux autres, là, je rencontre une couple de ces filles qui travaillent pour l'agence, ça me trotte dans la tête. Là, ça me trotte dans la tête. À ce moment-là, j'ai une blonde. On fait du Sugar Baby ensemble. Comme, on savait pas qu'on faisait des tournées d'escorte parce qu'on appelait pas ça de même, mais mettons, on s'en allait d'une ville, on a fait Toronto, on a fait Boston, on a fait Paris. On va louer une chambre de motel là-bas, chacun sur notre téléphone, dans le lit, on texte monde, puis on finit par se trouver des Sugar Baby, des Sugar Daddy, puis on fait des calls sans se dire que c'est des calls parce qu'on sait pas à ce moment-là que c'est ça. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important d'en parler parce que le monde, ils font trop la distinction entre Sugar Baby et l'escorting. C'est la même petite affaire. Donc là, je commence, je suis comme, je m'en vais en backpack pendant 5 mois, là, dans 1 mois à peu près. Là. Je suis pas mal serrée. Il me semble que je prendrais bien un petit peu plus d'argent pour ce voyage-là. T'sais. Là, ça me trotte dans la tête, À un moment donné, je la texte, la fille qui a une agence, puis j'ai dit, j'aimerais ça essayer. Mais je vais être sûrement la pire escorte du monde. Là. Je veux vraiment savoir tout à propos de la personne avant de venir la voir. Je veux savoir de quoi elle a l'air. Je veux savoir, je vais sûrement être la pire, mais si t'es prête à m'essayer, je pourrais peut-être essayer. Puis là, elle est comme, hey, yes, j'ai toujours voulu une rousse dans mon agence. Puis elle est toute contente. Elle est comme, OK, on va avoir un meeting, choisis-toi un nom. Tu sais? C'est là qu'est née Sonia. Sonia. En fait, non, j'étais pas capable de me choisir un nom parce que j'aime trop mon nom. OK. Fait que là, j'étais pas capable. À chaque fois, tu sais, moi et mon ex, toute la nuit, on a checké des sites de noms de bébés là, pour trouver un nom. À chaque fois, j'étais d'accord avec C'est comme wrong c'est un weird, peu. hein, mais c'est la seule place où tu Oh, trouves ouais, des non, noms. je te file. Puis là, à chaque fois qu'elle arrivait avec un nom qu'elle trouvait beau, moi, je le trouvais pas beau, vice-versa. On a dû nommer 40 000 noms dans la nuit, puis j'étais plus capable d'entendre des petits noms. Là. J'arrive à mon entrevue d'embauche, l'entrevue se passe, puis tout, puis à la fin, elle me dit, fait que c'est quoi le nom que tu as choisi? Je suis comme, hey, je sais que c'est pas professionnel, là, mais je le sais pas. Son partner de business, il était à côté, il me regarde et dit, Sonia. Je suis comme, sais-tu quoi, on va prendre ça, de toute façon, je vais le faire 3 semaines, ce métier-là. C'est drôle que j'aie dit ça. Je partais 3 semaines plus tard. Pour moi, c'était je fais le 3 semaines d'escorte, je pars avec plus d'argent, puis pendant mon voyage de 5 mois, je reflète là-dessus, voir si j'ai fait le bon move, si je me suis respectée, si c'était une bonne chose pour moi, nanana. Puis sans même l'intention de le refaire après, même si j'avais dit à la boss que j'allais revenir Parce après. qu'à ce moment-là, c'est pas un plan de carrière à long terme que tu as. tout. Non. Tu vas aller travailler dans ce dans quoi tu étudies. Oui, c'est ça. Puis je suis encore aux études. Je suis même pas là du tout. Je suis juste, c'est le fun. Ça me fait vivre des belles expériences. À ce moment-là, j'avais déjà fait plusieurs voyages avec des gars. C'était le fun. Fait que là, je commence avec son agence. Mon premier rendez-vous a été genre picture perfect. Là. Fait que elle savait, la boss. Là, elle savait. Elle m'a envoyé avec la plus belle fille de l'agence qu'elle savait que je voulais coucher avec, dans le plus bel hôtel le plus cher à Montréal, avoir un threesome parfait. Tout a été trop parfait. Puis je le sais que c'était prévu dans sa tête pour me donner le coup de le faire. Finalement, ça se passe vraiment bien, mes 3 semaines à faire ça. Avec l'agence? Avec l'agence. Encore là, tu sais ça, tu as une protection, tu as une sécurité, ça vient avec une équipe. Je suis dans une très belle agence qui est dirigée par une femme qui était escorte avant, que vraiment, sincèrement, là, les filles passaient avant l'argent. Puis ça, c'est vraiment le gros défaut des agences, là, c'est qu'il n'y a rien qui passe avant l'argent, même s'ils disent que les filles passent avant. C'est pas vrai. Elle, c'était vraiment... La preuve, c'est que l'agence a fait faillite, là, c'est parce que ces filles comptaient beaucoup plus que l'argent. Tu comprends? Donc là, passe 3 semaines, m'en vais en voyage. Pendant que je suis en voyage, ça me manque. Ça me manque. Ça, j'aurais jamais pensé ça. Je m'ennuie. Le métier te manque. Le métier me manque. Toutes les expériences que j'ai vécues, c'était une agence BDSM, fait que tout était différent parce que c'était tout le temps un roleplay, un threesome, une expérience BDSM. T'sais, on avait un glory hole dans notre in-call, le trou que tu... Oh, je sais quoi un glory hole. Je sais pas, ça aurait pu que non. Fait que, tu sais, ça faisait juste me vivre plein d'affaires, moi qui étais tellement expérimentaliste niveau sexuel. Je tripais ma vie, tu sais. Après 3 semaines,
m'en va vraiment longtemps en voyage. Je reviens, là, je recommence. Pas longtemps après ça, j'entends parler « Hey, t'as gagné escorte de l'année. » Comme de quoi j'ai gagné escorte de l'année? C'est quoi ça? Il y a un concours, il y a un gala, c'est quoi ça, Chris? Je comprends pas c'est quoi. Ah. J'ai gagné, je savais même pas que le concours existait, peut-être une semaine avant, je savais pas que ça existait. Là. Escorte de l'année, puis recrue de l'année, Rookie of the Year. À Montréal, il y a ça, il y a un site, un forum de review. C'est un review board, finalement. C'est là que le monde, il écrive des reviews sur le monde. Puis à chaque année, ils votent pour 4 catégories. Escorte de l'année, recrue de l'année, agence de l'année, puis indépendante de l'année. Parce que toutes ces filles-là, c'est toutes des filles d'agence le reste. Puis on me dit que j'ai gagné recrue de l'année, puis escorte de l'année. Non seulement je l'ai gagné, j'ai comme 3 fois plus de votes que le numéro 2. Là. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, j'avais juste du fun. Tu comprends? J'avais pas compris que j'étais en train de faire. Je sais que tu trouves ça weird. Oui, 100%. Ouais, je trouve ça, depuis très un longtemps. peu malsain, en fait. Ouais. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec la morale de ça. Ouais. Je sais pas à quel point ça a sa place, à quel point c'est nécessaire. Mais... Surtout la recrue de l'année, je te dirais. Là. Je sais que ça existe dans le porn là, aux États-Unis. Là, je me souviens pas comment ça s'appelle. C'est Evian, là. C'est en ce moment. Ça se passe en ce moment. C'est comme le Evian, mais des escortes de Montréal. OK. Oui, ça existe encore. Mais moi, ça fait juste me dire, aïe, aïe, on dirait, moi, je pensais que, tu sais, pour roughement dit, je pensais que je suçais des graines, là. T'sais. J'avais pas compris que la portée de ce que j'étais en train de faire, que j'étais vraiment en train de faire sentir du monde spécial, puis de changer des affaires dans la vie du monde. T'sais. C'est là que j'ai vu l'envers du sex work. J'ai vu beaucoup d'entrevues avec justement les travailleurs qui disent que 80% de notre job, c'est de parler. On est plus des psychologues que des objets sexuels. Oui. Le monde serait surpris à quel point que ma journée, il y a peu de sexe dedans. Même que j'aimerais ça qu'il y en ait un peu plus, pour être honnête. Des fois... Des fois, je suis comme, OK, là, on jasera. Faut moi. On jasera après. Mais ça, c'est moi. Ouais, non, c'est correct. Mais c'est ça, vu que j'aime au bout de je savais qui je recevais. C'est correct. J'assume. You've been warned. J'assume. Peut-être que c'est rough. On est ailleurs, différent. Mais je suis juste... Je savais qui je recevais. Ouais. Puis ce qui est cool, c'est que je suis fucking authentique là-dedans. Je pourrais vraiment le cacher, ces bouts-là, parce que c'est correct. Ça fait un peu trop contraste avec le monde que t'as reçu. C'est pour ça que t'es là. Ouais. Je voulais un autre envers de médaille. C'est pas pour le glorifier, loin de là. Ouais. C'est juste moi pour avoir une autre version. Très vrai en ce moment avec toi. T'sais. Je viens de dire des affaires que j'ai jamais dit nulle part. Là, fait que là, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais pas juste en train de vider des couilles, que j'étais en train de faire de quoi de plus important que ça, puis que le sexe peut vraiment être un vecteur de quelque chose de plus puissant que ça. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un don, qui est une empathie maladive que j'ai. Aujourd'hui, j'ai un diagnostic, on pourra en parler plus tard, qui explique cette empathie-là. Je ressens les affaires des autres, je suis une éponge, puis c'est ça qui me fait le plus de troubles, mais qui me fait le plus de succès dans ma vie en ce moment. Donc, Sonia et jugement, c'est pas 2 mots qui fait ensemble. Je suis quand même capable de juger le monde, mais je suis capable de filer comment ils se sentent. Non, mais en voulant dire, tu vas pas juger quelqu'un par l'apparence en partant. Ah, jamais. Non, au contraire, non. Ou un handicap ou des choses comme ça. Non, c'est ça, justement. Il y a un très bon ami à toi que je connais bien, qui est Alain Godet, entre autres, avec qui je sais que tu passes beaucoup de temps. Ouais, c'est mon gros tas d'amour. C'est ça. Je m'appelle mon gros tas. C'est ça. Il répondrait pas au standard de beauté, mettons. Ah non, mais moi, je trouve que c'est le plus bel humain du monde. Alain Godet, mais qui connaissait Mike Ward. Mike Ward fait un show à chaque année pour rembourser des fonds. C'est quelqu'un qui est lourdement handicapé. Ouais, c'est le plus handicapé. Je l'aime bien. C'est un gars qui a une ouverture d'esprit. C'est pour ça qu'on est tombé en amour. Sur son état, dans le fond. Ouais. Mais c'est ça. Puis je sais, je vois souvent des stories de toi avec lui. Puis tout ça. C'est un bon ami. Je l'ai pas. T'as-tu vu ce qu'il m'a donné à Noël? Non. Il m'a donné un collier en forme d'aile d'ange, puis c'est une urne. OK. C'est pour mettre ses cendres. Quand il va... C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu de ma vie, là. Il m'a donné un collier pour mettre ses cendres. Tabarnak. C'est tellement beau. Puis parce qu'il est con, tu connais son genre d'humour. Oui. En attendant qu'il meure, il a mis des poils de poche dedans. Puis il me dit, si t'as à commettre un crime, fais juste parsemer ça, puis c'est moi qui va passer pour le tueur. Je trouve ça vraiment drôle. C'est ça, c'est Alain. C'est ça, c'est Alain. C'est pour ça qu'on s'aime de même. On a vraiment un humour fucké de même. Mais là, quand tu reviens de voyage, c'est ça. Je me rends compte qu'il y a vraiment de quoi que je fais. Puis je commence à avoir des réguliers, vraiment réguliers, là. Puis je me rends compte que j'ai vraiment changé des vies. Puis ça, pour le monde qui soit manque de connaissances par rapport au travail du sexe adulte et consentant, on va le préciser, ça leur rentre pas dans la tête que je dis que j'ai changé des vies, mais il n'y a jamais personne qui va m'enlever ça, là. Du monde qui perd 100 livres,
qui changent complètement leur vie parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'il y a plus que le genre de malsénitude, non, ça se dit pas. Le genre de vie malsaine qu'ils étaient en train de vivre, de juste travailler, beaucoup de gens sur le spectre, entre autres, qui pour la première fois peuvent vraiment ressentir le toucher, ressentir les émotions, tu sais. Puis là, on n'est même pas encore... J'avais jamais eu de client en situation de handicap à ce moment-là. T'es pas encore spécialisé là-dedans. C'est vraiment juste, mais tu sais, en là-dedans. attendant les handicaps, je veux rien enlever aux handicaps, mais en attendant, il y a plein de lacunes qui ne seraient pas considérées comme des handicaps qui sont aussi valables. Mésadapté social, par exemple. Une gêne maladive, des gens qui ont vécu des traumas. C'est le genre d'affaires que je vis pour aider. T'sais. C'est ça qui change ma vie. C'est pour ça que mon parcours de travail du sexe est vraiment différent des autres. T'sais. Fait que tu te plonges, c'est en revenant de ce voyage-là que tu te plonges à fond dans ton métier. Puis là, je travaille. Là. Je ne l'ai pas eu pour rien, ce prix-là. Là. J'ai travaillé, il faut se le dire. C'est du monde qui m'ont vu, qui ont voté. C'est des votes vérifiés. Là, tu peux pas juste te créer des comptes pour faire des votes. Là, tu peux pas. C'est vraiment du monde qui participe au forum depuis longtemps qui peut voter. T'sais. Puis tu arrives à le faire en te respectant tout le temps? Oui, parce que j'ai vraiment une bonne boss qui comprend énormément tout. En fait, c'est pas négociable, mes limites. Puis tout le monde a leurs limites. Puis dans cette agence-là, il n'y avait pas d'extra. Fait que c'est pas genre, si je fais 40 pièces de plus, je vais peut-être... C'est comme, voici ce que j'offre. Il n'y a pas d'extra pour ça, mais c'est pas genre, anal, c'est plus d'argent. C'est nanana. Si j'offre de l'anal, j'offre de l'anal. Sinon, c'est ça. Il n'y avait pas d'extra. Il n'y a pas de négociation quand tu arrives. Non, c'est ça. Négocier jamais une escorte. Jamais. Ils prennent jamais bien. Fait que j'ai vraiment du fun à faire ça. Puis aussi, j'enlève plein de choses de ma bucket list sexuelle à moi. J'ai tout vécu sexuellement. Puis ça, si vous voulez en entendre parler, allez voir n'importe quel podcast que j'ai fait. Je vais vraiment dans ces détails-là, mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. Non. J'étais vraiment expérimentaliste sexuelle. J'ai tout fait. Des gangbangs, des orgies. J'ai vraiment eu du fun. Tu avais envie d'essayer. J'avais envie, oui, c'est ça. C'est que j'ai... mettons, à un moment donné, par exemple, une limite super conne. Il y a un client qui rentre, il me fait vaguement penser à mon père. Après ça, il s'en va. Je dis à l'agence, je veux plus le revoir. Pourquoi? Il est super fin, mais il me fait penser à mon père, je veux plus le revoir. Dans une autre agence, ça n'aurait pas passé, ça. T'sais. Mais moi, ils vont pas poser la question, OK, Sonia, tu veux plus le voir, on l'enlève de ta liste. C'est tout. T'sais. Fait que ça m'a vraiment montré qu'il y avait moyen de le faire d'une meilleure façon. Sainement. Sainement, oui. Le plus sainement possible dans une agence qui... Tu sais, on se mentira pas encore là. La seule chose que tu sais de la personne qui s'est va cogner à la porte, c'est qu'elle a un cellulaire là, ou une adresse courriel. Il n'y a pas de screening, il n'y a rien. Là, et j'aurais pu me mettre vraiment en danger souvent. On est protégé, mais il y a une limite à ça. C'est pas toi la boss. Là, dans 2 jours, je vais fêter mon 6 ans de ma business à moi. Ça fait 6 ans que c'est moi, la boss. Qu'est-ce qui fait que tu passes de l'agence à toi-même? Là, tu viens de dire ça va faire 6 ans. Là, fait qu'est-ce qui fait que tu passes de l'agence à toi tout seul? Mon agence fait faillite. OK, pour ce que tu disais tantôt, raison. La fille était tellement proche de ses filles, moins proche de ses scènes, qu'à un moment donné, la rentabilité était plus assez là. J'étais tellement loyale à mon agence, j'ai toujours dit, Sonia est née avec l'agence, Sonia va mourir avec l'agence. Sonia, pas moi, Sonia. Non, je comprends. Jamais j'aurais travaillé pour une autre agence, puis je me voyais vraiment pas être... Je vous rappelle que je suis très TDA, là. C'est de l'administration, comme ça n'a pas de sens, là. Il faut que je me construise tout de zéro. J'étais encore... Oui, j'étais encore aux études. C'était impossible, là. C'est impossible. Fait que... il fallait que l'agence ferme pour que je devienne indépendante. En attendant, les prix dans une agence, ça monte pas. Moi, c'est ça, je t'ai pas dit, l'année d'après, j'ai gagné score de l'année encore. 2 fois de suite, là. Fait que c'était ridicule, l'argent que je faisais. Moi, je trouvais que c'était de l'argent en esti, mais je savais que devenir indépendante direct, je peux facile doubler, là. Sauf que là, t'as plus la protection, t'as plus... Je me suis arrangée pour l'avoir. Quelqu'un qui fait ton calendrier. J'ai encore plus de protection aujourd'hui que j'en avais dans ce temps-là, parce que c'est moi qui... Tu te bâtis ton équipe, là. Oui, c'est ça. La TDA en toi a rapidement compris que ça prenait du monde. Oui, ouais. Dès le jour 1, j'avais une assistante, puis j'avais de la protection, toujours. Puis là, je suis dans mes affaires, tu sais, je le fais d'une façon. C'est sûr que je pourrais dire tout ce que je fais pour mes couches de sécurité, mais ma première couche de sécurité, c'est de ne pas dire c'est quoi tes couches de sécurité, 100%. Mais, je vais te poser une question, je sais pas, peut-être que tu n'as pas la réponse. Si quelqu'un est sur Internet, whatever, les sites name it, là, je n'ai pas envie de les nommer. Il y en a un très populaire, mais en tout cas, Google, là, puis fais tes recherches. Okay. Mais escorte indépendante. Comment quelqu'un qui se dit justement, moi, c'est un besoin que j'ai, je veux pas tomber sur une fille qui le fait pas, je veux tomber sur une fille comme toi qui le fait par elle-même, tout ça. J'ai pas les moyens de payer Sonia. Comment je fais pour savoir?
Mais que c'est c'est plate à écrit dire escorte parce que- indépendante. Non, c'est de la merde, ça. C'est de la merde. ça Comment veut tu rien fais dire. pour savoir que la C'est fille vraiment tough. n'est pas obligée, qu'il n'y a pas quelqu'un qui ramasse son cash puis qu'elle Je n'est me pas suis forcée? souvent fait poser cette question-là. Ouais. J'ai pas la réponse, mais ce qui est plate, c'est comme tu dis, j'ai pas le budget. C'est souvent là que tu vas aller, tu vas te cacher les yeux un peu, te couvrir les yeux sur le fait que peut-être qu'elle n'est pas là pour les bonnes raisons. Et on sait pas qui a un pimp. Même moi, je sais pas. J'ai des amis que pendant un bout, j'étais comme, OK, tu sais, mettons une fille qui elle s'est fait violenter, elle dit que c'est un client, puis tout, puis après, je comprends qu'il y a un chum en arrière de ça, puis que le chum, tout d'un coup, par hasard, il est arrivé au bon moment. Il y a des histoires de même qu'on entend, puis là, je suis comme, calisse, elle a un pimp, je savais même pas. T'sais. Mais encore là, on sait jamais. T'sais. Et en attendant, j'ai pas d'histoire proche de moi. Fait qu'il n'y a pas, il y a pas une façon non plus, outre toi, il n'y a pas une façon non plus de savoir, Puis être encore sûr là, même à 100% si- que la fille, tu sais, il n'y a pas un site répertorié, je sais pas, mon but, Ils c'est pas, peuvent, c'est pas ils peuvent d'envoyer. être tous sur ces sites-là C'est pareil. ça, il n'y a pas C'est une ça. façon de savoir. C'est ça, mais plus tu vas y aller avec quelqu'un, puis encore là, ça te protège pas, tu sais pas, mais plus tu vas y aller avec quelqu'un qui a une bonne réputation, qui a l'air de s'occuper de ses réseaux sociaux soi-même, qui a des réseaux sociaux, premièrement. Puis encore là, il y a plein de filles qui n'en ont pas de pimp, mais qui n'ont pas les ressources pour le faire de la façon qu'on le fait. T'sais, ça veut rien dire. En attendant, c'est sûr que moi, en tout cas, j'en connais pas des filles qui ont des pimps et qui chargent 800$ de l'heure. Là, t'sais. Fait que peut-être que ça peut t'aider à être sûr de le faire de façon morale. En attendant, tu sais, moi, mettons, j'ai un site qui s'appelle Loveable, qui est un site qui répertorie toutes les travailleuses du sexe à Montréal et autre part qui sont ouvertes, disability friendly, qui sont ouvertes à avoir des personnes en situation de handicap. OK. J'ai screené ces personnes-là, puis même là, je peux pas te dire s'il y en a une ou deux qui ont des pimps. Je sais pas, je peux pas aller chez eux. C'est un flip de point, là. Des fois, ils cachent vraiment bien, puis souvent, c'est le chum, tu sais, ou des affaires de même. Fait que tu peux vraiment jamais le savoir. En attendant, tu peux pas non plus tout le temps le filer. J'ai des clients qui ont été voir, ils me racontent l'histoire, qui ont été voir la fille, puis tout, je suis comme tu te rends compte que c'est shady ton affaire, là, tu sais. Et c'est plate à dire, mais si tu as envie d'aller voir des escortes, puis tu as vraiment un petit budget, fais-les pas, parce que tu montes tes chances en maudit de tomber sur quelqu'un qui le fait pour les mauvaises raisons. Qui le fait pas. Qu'il le fait pas pour. Qu'il le fait pas pour elle. Qu'il le fait pas pour par elle. choix. C'est ça, Oui, il est exact. par choix. Qu'il y a quelqu'un qui contrôle puis qui prend l'argent. Là, et on peut jamais le savoir. Puis c'est ça qui est poche. Puis c'est pour ça que les lois doivent changer. J'ai pas entendu. J'ai entendu, je pense. On a parlé tantôt Lilia. Leila. Leila. Qui est qui a mentionné. une invitée à moi que j'ai Ouais. eue. Qui a mentionné justement, qui a vraiment fait la distinction entre le travail du sexe consentant et pas consentant. Je trouvais ça vraiment beau comment elle en parlait. Il y a aussi Gab Rio, je sais pas si tu sais c'est qui. Elle a passé à sexe oral. Elle a eu une histoire justement qu'elle s'est fait pimper et tout. OK. Puis elle a passé pas longtemps après moi à sexe oral. Puis j'étais sûre que ça allait être un peu contre ce que moi j'étais venue expliquer. Mais au contraire, elle a dit moi puis Sonia, là, on se bat pour la même affaire. Là. C'est pas vrai que ce que je fais, moi, que ce soit dans les médias ou même juste mon travail, le fait que j'existe fait que ça empire leur situation. Au contraire, si on a la décriminalisation, ça va aider tout le monde. Parce que c'est prouvé. Les places où c'est décriminalisé, là, les chiffres le prouvent. C'est pas comme si genre, je sortais ça de mon chapeau. Là. Les chiffres le prouvent. C'est beaucoup moins dans le background. Puis les gens qui veulent être mal intentionnés envers les filles, ils ont vraiment moins de place pour le faire quand la loi est bien faite puis qui écoutent les escortes quand ils font la loi. En ce moment, la façon que la loi est faite, ces filles-là n'ont aucune ressource. Ils ne savent même pas s'ils ont le droit d'aller voir la police s'ils se font violer par un client. T'sais. Combien de filles qui ne savent même pas si c'est une bonne idée d'aller traîner en justice leur agresseur ou juste parler à la police? Ils ne savent pas sur quelle police ils vont tomber. Là. Ils n'ont pas toute une bonne intention. Là. Combien de fois que j'ai entendu des histoires d'une fille qui se fait violer par un client, qui s'en va au CAVAC, que le CAVAC qui dit « on ne peut pas t'aider », c'est comme si tu avais demandé de te faire violer parce que tu as été payé. Je l'ai entendu, ça. C'est dégueulasse. Ça ne nous donne pas le goût, pas en tout, de participer à la société, tu sais. Puis après ça, tout le monde dit, on paye pas nos impôts, on paye pas nos impôts. On nous fait pas, on nous inclut pas à la société. Moi, j'ai payé en esti mes impôts, faut le dire, là. Mais c'est pas tout le monde. Parce qu'on nous inclut pas dans la société. Ça donne-tu le goût de vous aider à monter vos routes, esti, quand nous autres, on est des criminels, puis des moins que rien, on est des sous-humains aux yeux de la loi. Puis c'est ça qu'il faut que je change en ce moment. Que ce soit ça ou que ce soit mes clients handicapés qui, à chaque fois, prennent la chance d'aller en prison parce qu'ils sont criminels, de venir m'aider, pour que je les aide. Mais eux, ils n'ont pas d'autre recours que moi. Toute leur vie, tu sais. C'est fucking triste. Il faut que ça change, cette loi-là. C'est mieux de mettre ça en extrait. À partir de quel moment le côté, justement, le travail avec les handicapés commence? Alain.
C'est Alain? C'est Alain, je tiens à tout le temps à le dire parce que tout le monde se trompe, c'est pas mon client. Non, ça, je savais. C'est mon amour. J'en aurais pas parlé parce que j'aurais pas voulu le mettre en the spot. Je sais, Alain qu'on a parlé, je sais que c'est pas un de tes clients, c'est vraiment un ami. C'est ça. Vu que je pourvois de services aux personnes en situation de handicap, tout le monde pense que c'est mon client. Je m'en vais coucher chez eux, passer des fêtes de semaine. On se fait des pyjama parties tout le temps. Ça fait depuis, je sais pas, là. Oh mon Dieu, couple d'années, en tout cas. 7, 8 ans qu'on est de même. Fait que le monde pense que c'est ça, mais non, mais c'est lui qui m'a donné l'idée, par exemple. Premièrement, je l'ai découvert je l'ai rencontré en bénévole. Je venais l'aider à faire son lever le matin, tous les soins qu'il a besoin. Là, lui, ça coûte comme 100 000 par année juste pour pouvoir vivre dans son appartement. Vivre dans son appartement. J'ai parlé de Mike Ward qui fait une levée de fonds pour lui à chaque année parce que c'est que s'il n'y a pas cet argent-là, il va se retrouver en CHSLD. Parce qu'il ne peut pas vivre seul. Il peut pas. Il faut qu'il y ait quasiment du 24-24. C'est ça. Il n'arrête pas de m'appeler son petit ange, là, mais son petit ange, c'est Mike. Là. Mike, il va faire 10 ans qu'il élève la majorité de l'argent qu'il a besoin à chaque année. Il n'y avait pas à faire ça. Il va le faire jusqu'à temps qu'il meure. Pour alain.com, si je me souviens pas du... alaindon.ca. Je sais qu'il y a un Patreon aussi, Alain. Oui, un Patreon. Vous pouvez je vais mettre là, de toute façon, ça serait en dessous de la vidéo, tous les liens d'Alain. Ça serait vraiment cool. Il aimerait vraiment ça. Oh, ouais, 100%. Il y a vraiment besoin de dons parce qu'il y a besoin de plus en plus d'aide. C'est pas le seul. Malheureusement, il y en a plein qui ont besoin d'aide. Exact. Mais lui, il est chanceux d'avoir des amis connus. C'est vraiment juste ça la différence. Puis c'est un esti d'amour aussi. Fait que c'est ça. On s'est rencontrés dans notre humour dégueulasse. C'est vraiment ça. Il est trash. Il est trash en esti. Puis c'est le même qui est devenu ami avec Mike. On se menace toujours, mon Alain, de se battre. Il traîne de me menacer de me casser la gueule. Lui, il se ferait casser la gueule s'il n'était pas handicapé avec tout ce qu'il dit. Là. Il est tout le temps, à chaque fois qu'il y a de quoi qui arrive, mettons, j'ai une peine d'amour ou quelque chose, il est comme, tu veux-tu que j'aille casser la gueule? Même pas capable, il est capable de bouger un doigt. C'est super drôle. Ou si je le niaise, il est comme, attends pas, je me lève. C'est les petites jokes pas possibles qu'il y a. Fait que là, Alain, moi, énorme fan d'humour. Ça part de là. Énorme fan d'humour, énorme fan de Mike Ward. Je le follow sur Twitter, sur mon Twitter d'escorte. Je fais juste le follow. Puis là, il m'écrit, il est comme, hey, on se connaît-tu? Là, je suis comme, hey, excuse-moi, Alain, là, je voulais pas comme te choquer avec mon profil ou quoi que ce soit. J'étais une fan ou whatever. Puis il répond, aïe, aïe, tu me connais? Fait que là, s'en est suivi des nuits blanches à jaser avec cet homme-là. Là. C'est qu'on s'est entendu fusionnel dès le début. Là. Puis là, à un moment donné, je voulais vraiment le rencontrer. Fait que il m'a proposé de faire un chiffre, le chiffre du matin. En attendant, Alain, il dort avec des machines accrochées partout. C'est genre 100 étapes juste pour le coucher, 200 étapes le matin. C'est de la job en esti, sérieux. Je travaille fort, moi, dans la vie. Il n'y a rien qui me brûle comme aller m'occuper d'Alain. Je sors de là, ça me prend 2 jours à m'en remettre. Fait que je me sens mal, Alain, il va se rendre compte que c'est non, il sait que c'est un esti demandant. problème. Là. On le sait que c'est gros en plus, fait que c'est lourd. On peut se le permettre. Là. On le connaît très bien. Là. C'est faut être fort. Là. Sa mère ne peut pas s'occuper de lui, même si elle voulait venir dépanner pour un chiffre parce qu'elle est trop vieille. C'est vraiment une job physique. Là, mais moi, puis quand je suis arrivée là, j'étais comme pas prête mentalement aussi. Là. C'est le matin. Moi, je me suis levée à comme 5 h du matin à Montréal pour partir chez eux, qui est fucking loin. J'arrive là, il est plugué sur des machines comme s'il était aux soins palliatifs, son BIPAP pour dormir, etc. Toutes les machines partout. Je suis comme, tabarnak, c'est quoi ça? T'sais? Là, moi, c'était vraiment un move de je veux le rencontrer puis je veux aider mon prochain. Là, je veux faire du bénévolat. T'sais. Puis finalement, je voulais plus m'en aller. Là, on est devenus trop amis. Puis là, c'est lui qui t'a parlé de la problématique. Ça m'a conscientisé à ce genre de clientèle-là qui a vraiment moins accès à ce genre de service-là pour tellement de raisons. Quand tu penses à ça, là, mettons Alain voudrait se booker quelqu'un, il faut qu'il soit tout seul chez eux. Là. Il est vulnérable au bout. Là. Quelqu'un peut juste partir avec sa TV, il ne pourra rien faire pour se défendre. Tu as juste à y enlever son cellulaire ici. Genre, je donne des idées au monde, là, mais il est hyper vulnérable dans tout ce qu'il fait. C'est tough de faire confiance à quelqu'un. En plus, dans une ville qui n'est pas Montréal, il paraît que tu as vraiment plus de chances de tomber sur le crime organisé quand tu bookes quelqu'un. C'est ça que j'ai entendu. Puis encore là, je sais pas. Fait que ça fait full peur. Fait après ça aussi, il y a tout le fait que souvent ces gens-là vont habiter avec leur famille ne va pas trop être down avec le projet. J'ai entendu des histoires d'horreur, Cédric, là, t'as pas idée, du genre, puis là, ça vient pas d'Alain, là, mais du genre, tu sais, la mère, elle voit comment son fils adulte en roche, puis finit par juste le masturber pour le soulager, parce qu'elle se rend compte qu'il vit plus, là, puis il n'y a aucune autre option. En attendant, la mère n'a pas trippé faire ça, personne ne trippe de faire ça, là, à son fils, là. C'était juste parce qu'elle a réalisé la souffrance. Exact. En attendant, il y a du monde comme moi qui sont là pour venir sauver le coup.
Ben, il y a Martin et Matt dans un des épisodes des Beaux Malaises, justement, qui. Ça a parti. Ça a fait ça, puis sur son frère, tout ça, puis c'est quelque chose qu'il a vécu, puis il l'avait dit, ça a été une grosse discussion dans la famille. C'est pas tout le monde qui était à l'aise avec la situation. Encore là, parce que le côté illégal aussi, parce que c'est tout ça. C'est illégal. Ouais. Je veux dire, on s'entend, c'est un besoin qu'ils ont, puis ils peuvent pas dater, ils peuvent pas, ils ont besoin de... Ils n'ont pas d'autre option. Même quand ils sont tous là, sont beaux, sont jeunes, mais sont dans un fauteuil roulant, ça enlève toute leur valeur, on dirait, aux yeux des femmes. Fait que c'est super tough. Ils se font friendzone tout le temps. Même des jeunes, là. Peu importe c'est quoi ton handicap, c'est tough parce qu'on dirait que la femme ou l'homme qui vont vouloir dater voit ça un peu comme un défi trop grand versus quelqu'un qui est un bipède, comme je les appelle, là, qui sont sur leurs deux jambes. Fait qu'il y a vraiment une problématique là, puis il n'y avait pas vraiment d'offres à ce niveau-là. Il y avait de la demande, là, mais la demande se cachait un petit peu partout. Combien de clients que j'ai que leur famille est crissement pas down avec le projet, soit que ils s'en vont puis ils veulent pas en entendre parler. J'ai un client que quand sa mère s'en va à l'église, c'est là que je me glisse dans sa maison pour pouvoir le voir parce qu'elle, si elle sait, ça va être la fin du monde parce qu'elle est trop religieuse. Après ça, il y a des familles qui sont plus down. Projet, mettons avec Martin et Matt, ce que j'ai compris, c'est que son argent venait d'une fondation. Fait que là, la fondation ne pourra pas débloquer des fonds pour voir une travailleuse du sexe à cause de l'illégalité de ça. De là, pourquoi il faut changer la loi pour ce monde-là. Ça ira jamais un projet de CLSC ou de la RAMQ qu'une partie de ça est repayée. Là. Tout le monde va m'haïr de dire ça, mais en attendant, c'est le monde dans lequel je voudrais vivre. Moi. Il y a des pays que c'est comme ça. Puis ça devrait être comme ça. Mais est-ce que tu sais si il y a une petite carte Sonia qui se fait glisser en dessous de la table des fois dans des... D'un CLSC, 100%. Des organismes, oh, j'ai déjà été faire un tour d'un CLSC. Il y a des infirmières qui m'ont rejoint, des gens en fin de vie aussi. Ça arrive. C'est en fait, dès que j'ai commencé à faire des podcasts, c'est le premier que j'ai fait, c'est sexe oral. Je savais pas à quel point ça allait être gros pantoute. C'est ça. Mais ça t'étais pas connu du tout, là, à ce moment-là. J'avais jamais, oublie ça, là, j'avais jamais même dit « Bonjour, je suis une escorte ». Je montrais pas ma face, genre une couple de mois avant ça, je montrais même pas ma face. Je bifurque. Oui. Tu nous as parlé beaucoup de ton père et ta mère en début de podcast. Oui. Comment eux prennent ça? Est-ce qu'ils savaient avant que tu fasses sexe oral? Non. OK. Ma mère, oui. OK. Je suis hyper proche de ma mère. OK. Proche de mon père aussi, mais différemment. Ma mère, ça a été vraiment long. Parce que comme je te dis, quand je déménageais à Montréal, j'ai eu un commentaire d'un membre de ma famille disant « C'est quoi qu'elle s'en va faire à Montréal? Elle va aller se frotter sur un poteau. » J'avais genre 17 ans. J'ai entendu ça de ma famille. Moi, à ce moment-là, j'étais comme, m'a leur prouvé, tabarnak. T'as jamais dansé? Non. T'as pas commencé? Non, je sais pas danser. Non, mais souvent, c'est la première étape. Oui, c'est ça. Non. Aujourd'hui, je le ferais pour le trip, là, juste une fois, mais moi, me mettre en G-string devant un paquet de monde sur un steak, non. C'est one-on-one. C'est ironique, de toute façon, c'est comme aller à l'épicerie puis repartir avec rien, là. Faut que je fourre. Je suis désolée, là, c'est ça. C'est correct, c'est toi? Je sortirais de là mouillée jusqu'aux genoux puis j'aurais rien eu, là. Non, c'est pas... Non, il faut que ça vienne aux actions. Tu étais la bonne personne pour faire ton métier. Tu sais. C'est ça. Mais... je suis hyper rare. Je suis vraiment one in a million dans ma situation que ça fit parfaitement dans ma vie puis que les positifs supplantent énormément les négatifs. Mais qu'est-ce que je suis unique dans ma situation? Puis en fait, je dis que je suis unique. Il y en a plein des filles comme moi, là. Il y en a plein. En attendant, on n'a pas l'impression qu'on a... pas la voix que toi, tu utilises. Exact, c'est ça. Puis je parle pour eux aussi. C'est pour ça que sur mon logo de mon podcast, c'est moi avec plein de têtes en arrière, comme un genre de reflet d'eau, mettons, là. Parce qu'il y en a plein des filles comme moi. Il y en a plein d'autres filles de joie en arrière qui, soit ne veulent pas le micro ou n'ont pas eu l'opportunité de l'avoir. Je parle pour eux, tu sais. Mais je peux pas parler pour les gens qui ont rentré dans la prostitution quand ils étaient mineurs ou le monde qui le font contre leur gré. Je peux pas parler de ça parce que c'est une réalité que je connais pas du haut de mon petit nuage de privilèges et de licorne. Mais tu es consciente que ça existe. Mais je suis consciente que ça existe puis ça me tue de voir ça. Quand j'écoutais tes podcasts, je broyais à chaudes larmes aujourd'hui parce que ça me tue puis on dirait que je me sens tellement comme un imposteur de venir sur ton podcast de dire moi ça va bien mes affaires parce que leur réalité est tellement plus importante d'entendre que la mienne. En attendant la mienne, on l'entend pas beaucoup. Fugueuse, puis tout. As-tu une idée combien de fois dans des entrevues on me parle de fugueuse? Je peux pas répondre à ça. C'est pas du tout ce que je vis. T'sais. C'est une réalité. Il faut que ça change. En attendant, moi, dans mon effort d'avoir le plus d'oreilles possible, c'est ça que je fais en ce moment. C'est que moi, j'accepte les affaires qui m'amènent le plus d'oreilles possible pour qu'on entende mon message. Parce que tant que la société changera pas d'idée sur le fait que mon travail, c'est caca, ça changera pas pour ces filles-là qui le font contre leur gré. On se défend, on défend la même astuce d'affaires.
Ça, c'est important qu'on dise. T'sais. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui ne seront pas d'accord, surtout après avoir écouté le genre d'entrevue que tu fais. C'est tough en maudit d'être d'accord avec ce que je dis en ce moment. Je sais très bien ce que j'avance comme sujet. En attendant, ma réalité aussi existe. Puis ça n'invalide pas du tout ce qu'ils ont vécu. Au contraire. Ton père, il pris ça comment, lui? Oui. Ma mère, j'y avais dit une couple d'années avant parce que j'étais plus capable d'y mentir. Là. Chaque fois que ma mère venait à Montréal, il fallait que j'avais une opération de députisation de mon appart. J'avais des amis qui venaient chez nous. C'est que c'est rough. Ouais, hein? C'est correct, j'aime ça comme c'est toi, t'es vrai, c'est correct. Ouais. Ben, tu sais, moi, je m'appelle la thérapeute, là, c'est comme ça que je m'appelle. Puis mon podcast, c'est le premier podcast au Québec. Là. Ce mot-là, je l'adore de tout mon être. Là, il est rough, mais toi, ouais. Il est rough, mais ouais, dans ma bio Instagram, c'est thérapeute, puis mon podcast, c'est un podcast. Là. Faut qu'on arrête de trouver ce mot-là méchant. Puis moi, ben, le monde qui me traite de pute, je suis comme, OK, toi, t'es un esti de comptable, tu sais, c'est la même affaire pour moi. Tu sais, c'est ma job. Puis ce mot-là, je le trouve vraiment beau. En attendant, ton père. Mon père, oui. C'est ça. Fait que là, je députissais ma place quand ma mère venait. J'essayais de tout cacher pour pas qu'elle se rende compte de rien parce que ma mère, elle va fouiller partout. Parce que justement, j'avais l'impression qu'il verrait ça comme un échec. T'sais, vu que j'étais allée à Montréal, tout d'un coup, je suis une escorte. C'est ça. Puis là, même aujourd'hui que tout le monde le sait, faut encore que je démentisse dans ma famille. Non, j'y ai vraiment été à l'école. Là. Parce que les autres, ils se disent qu'un exclut l'autre. Fait que c'était tout un mensonge, mon affaire d'école. Mais non, j'y étais pour vrai, là. Puis il y en a plein qui pensent que j'ai pas été pour vrai, tu sais. Fait que là, ma mère, j'ai fini par lui dire un jour que j'étais plus capable de mentir de même. Je suis tellement une personne qui choisit l'honnêteté pour des raisons éthiques, là, que c'était tough, là. Là, j'y ai dit. Puis ma mère a eu un gros silence au téléphone. Puis elle a compris à ce moment-là que ce qu'elle allait dire après allait être vraiment significatif dans notre relation. T'sais. Fait qu'elle a vraiment compris ça rapidement. Puis elle n'a rien dit qui aurait pu vraiment me blesser à ce moment-là, même si j'en suis consciente. Ça lui a pas fait plaisir. Là, ça lui a pas fait plaisir. Non seulement ça, mais elle ne comprenait pas à ce moment-là. Puis aussi, j'avais déjà compris en parlant à des amis qui avaient des enfants que ma sécurité, c'est tout ce qui compte pour eux autres. Puis là, je viens de leur dire, je suis pas en sécurité. J'ai des risques pour ma vie, il y a des risques pour ma sécurité. Je comprends totalement ce que ça peut faire dans l'oreille d'une mère, tu sais. Ça a été vraiment long. Elle a ouvert son esprit, elle a stretché son esprit pour comprendre. On a fini par en parler bien comme du monde. Puis aujourd'hui, c'est ma plus grande fan. Elle regarde toutes mes stories, et même dans mes stories amis proches. Là, c'est là que je dis les pires mardes. Là. Quand elle entend une story qu'elle catch, qu'elle la passe parce qu'elle comme, elle veut juste pas savoir que j'ai fourré un nain la semaine passée, mettons. Là. Tu sais, ça, elle les a skippés, tu comprends? Là, c'est fait vécu. C'était un vidéo, on les fait. Fait que ça a quand même bien passé, mais là, c'était notre secret à moi et ma mère. Tu sais, on l'a pas dit à personne d'autre. Quand Sexe Oral a sorti, j'avais encore un Facebook personnel à ce moment-là. Puis je savais même pas que le podcast était sorti. Puis je me suis levée le matin, puis j'avais plein de messages de plein de monde de ma ville qui finalement, un screenshot de mon Instagram s'est promené dans la ville. C'est une petite ville, là. Ça va vite, ces affaires-là. Je fais d'autres tabarnouche, c'est plus gros que je pensais. Ce que je viens de faire là, je suis out, mais out, là. Un Sexe Oral n'était pas aussi big qu'il l'est aujourd'hui, mais il l'était déjà quand même. Oui, c'est ça. Trop big, beaucoup plus big que ce que je pensais. Je faisais un petit show YouTube, moi, dans ma tête, là, tu sais. Fait que là, j'appelle ma mère, puis je suis comme, hey, tu sais, je viens de recevoir les copies de mon Instagram 25 fois, là, on règle ça. Premièrement, j'ai fermé mon Facebook parce que j'ai pas enduré ces commentaires-là, fermé d'esprit de mentalité de fondrant, comme j'appelle, puis je l'assume. Fait que là, j'ai dit, OK, on se fait une réunion familiale, là, faut pas que ça sorte par quelqu'un d'autre que nous autres, là. Ma mère a dit, OK, j'appelle ton frère, t'appelles ton père. OK, on en prend chacun un. Fait que j'ai jamais eu besoin de le dire à mon frère, parce que ça me faisait bien peur là, de le dire à mon frère qui est très dans le slut shame, très dans le jugement. Okay. Fait que j'étais comme, pas question que ce soit moi qui gère ça, puis je veux même pas savoir ce qu'il dit. Fait que moi, j'ai appelé mon père, puis j'ai dit, hey, tabarnou que j'étais weird. T'as reçu une des filles qui s'est faite pogner avec de la drogue en Australie, hein? Ouais. Ouais, OK, il y a un lien. Mon père, moi, je pensais que j'étais James Bond, là, super subtil dans mon gros mensonge, tu sais. Que, genre, eux autres pensaient tous que je travaillais dans ce que j'avais étudié dedans, tu sais. Tu comprends? Fait que là, papa, moi, je te dis, je une travailleuse du sexe. Puis là, j'explique. Le silence le plus éternel de l'humanité, il est comme, ben, je suis soulagée. J'étais comme, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Il pensait que tu vendais de la dope. Tu veux savoir ce que je pensais que tu faisais, ma petite fille? Les voyages partout dans le monde, nanana, étaient comme... J'avais tout le temps peur de me faire appeler parce que t'es pogné d'une prison africaine parce que t'avais de la drogue dans le cul. Genre, il était sûr que c'est ça que je faisais. Parce qu'au moment qu'il a commencé à avoir un soupçon, cette affaire-là sortie des nouvelles.
Il dit, c'est sûr que c'est ça qu'elle Puis fait. il voyait ton train de vie. Puis... Exact. Moi, j'essayais de le cacher. J'étais comme, c'est pas une vraie sacoche. T'sais. Puis étant donné son passé, Il est pas lui, c'est calme. la première chose qui est dans la tête. C'est ça, c'est ça. Puis non, j'ai jamais mis de drogue dans... Non, OK, c'est correct. C'est vrai. Pas pour passer les douanes, en tout cas, là. C'est ça. On va garder ça. On va garder ça soft un peu. Ah ouais, là, tu Ben non, mais là... là, j'ai pas envie de savoir qu'est-ce que tu mets où. Qu'est-ce que tu mets où? C'est Noé, les 25 podcasts que j'ai fait avant, si vous voulez savoir, ils sont tous dedans. C'est ça, c'est ça. Si vous voulez plus de détails de même. Fait que sur le coup, il était soulagé. Après ça, il a commencé à repenser aux affaires, puis là, ben, il a peur pour sa petite fille, il a peur pour sa sécurité. Il se renferme rapidement là-dessus, puis il veut pas en parler. T'sais. OK. Puis là, moi, je suis comme, on peut pas fermer le dialogue là, parce que c'est le début de la fin. Il faut qu'on en parle, il faut que tu poses tes questions. Il y a rien à faire pour qu'il parle. Il y a rien à faire, un monsieur, là, tu sais. Fait que là, ma belle-sœur, qui est la fille de sa femme, qui était pas au courant à ce moment-là, mais qui était comme, hey, je viens d'apprendre ce que tu fais, girl power, t'es la fille avec son corps, t'es full féministe. Je suis comme, tu peux-tu t'occuper de mon père, s'il te plaît, là? Réponds à ses questions, il veut pas m'en parler à moi, comme, I got it. Fait que là, je leur parle pas, puis les deux ont une discussion. Mon père, il paraît qu'il pleurait. Puis, puis là, à ce moment-là, je pense qu'il avait compris que toutes mes clientes étaient en situation de handicap. Fait qu'elle a juste dit, inquiète-toi pas, elle est correcte, si ses clients veulent l'abuser, ils peuvent pas y courir après. Tu sais, genre, je viens d'une famille comme je suis, c'est ça. Fait que de fil en aiguille, ça s'est calmé. À un moment donné, j'ai fait, je pense que c'est quand j'avais passé à 2 hommes en or là, à Télé-Québec. Là, ils se sont assis en famille, puis on regardait ça. Puis là, on dirait qu'ils ont plus compris. J'ai fait une entrevue dans le magazine Véro. Ils l'ont encore d'affiché à la maison. Là. Tout ce que j'ai fait qu'ils trouvent un peu plus cool, là, parce que les podcasts, pour eux, c'est rien. Mais si je passe à Télé-Québec, là, je suis quelqu'un. Il y a des bonnes choses qu'il y a plus de monde qui regarde ce podcast-là que le magazine Véro. 100%, mais c'est des vieux de la vieille. Si je suis pas à TV, je suis pas personne. Fait que c'est... Il n'y avait rien de legit jusqu'à temps qu'il y ait ça. Fait que ça les a bien gros aidés, là, au point que, tu sais, mettons, c'est quelqu'un dans la famille, puis je veux même pas savoir qui c'est. J'ai une grosse famille, on est comme 50, là, tu sais. Fait que je vais pas faire une réunion pour le dire à tout le monde. Il y a du monde qui le sait. Tout d'un coup, là, ça fait une couple de Noël, là. À chaque Noël, il y a de moins en moins de monde qui sont comme, comment ça va la job? Que tu rentré? Je comprends quand la question est plus là. Qu'est-ce qui se passe? En attendant, le monon qui avait dit, c'est quoi qu'elle s'en va faire à Montréal? Elle va se frotter sur un poteau. J'étais comme, Chris, lui, il sera pas down avec ça. Finalement, j'ai appris dans les branches que c'est celui qui me défend le plus dans la famille. Okay. On va dire qu'il dit Sonia, là. Il dit Sonia, là, ce qu'elle fait dans la vie du monde, là, elle fait du bien dans le monde. Elle fait du bien aux gens. Vous pouvez pas juger ça. Genre, revenez pas qu'ils disent ça. On dirait que les boomers d'Abitibi ont tout ouvert leur esprit parce qu'ils ont compris d'où je venais. Ils ont compris. Ils savent qui je suis. Tu comprends? Tu as dit quelque chose au début que tu dis, tu sais, moi, il faut que j'aille envie de la personne. Faut que, tu sais, quand tu arrives avec une personne qui, justement, qui peut être hypothéquée physiquement, tu sais, tu arrives, c'est-tu le côté aidant qui fait que tu arrives à pousser jusque-là? Parce que, tu sais, je connais pas la face de tous tes clients, mais je me doute que, tu sais, physiquement, dans tes fantasmes de jeunesse, il ne devait pas avoir quelqu'un qui a la dystrophie musculaire ou, tu sais, whatever, là, tu sais, qui bouge pas nécessairement avec un bon rythme, mettons, whatever, là, tu sais. Mais c'est-tu bouge pas. Non, mais c'est-tu le côté, justement, de ce que tu fais qui vient apaiser ce côté-là de toi, tu sais, mais en fait, physiquement, écoute, t'es pas un fantasme, mais ce que tu apportes à cette personne-là, c'est bien dit. C'est ça qui te permet d'être capable de franchir l'étape du physique, j'imagine. Ça, c'est back in the days qu'il fallait que je sois attirée physiquement à personne. Là. Dès que j'ai commencé à être escorte, au début, je voulais savoir de quoi il y avait l'air, etc. Puis après, tu te rends compte que c'est tellement pas important. J'ai jamais été une personne... T'as arrêté de te fier à la coquille. Exactement. Les plus belles personnes que j'ai rencontrées, c'est pas ceux que j'aurais été abordée dans un bar, mais pas du tout. T'sais. Fait que l'apparence change absolument rien. Alain, t'es vraiment laid. Il est vraiment laid. C'est le plus beau du monde. Si j'ai oublié ce que j'allais dire, parce que j'ai pensé à la laideur à Alain. On s'excuse, Alain, on t'aime. C'est pas les personnes qui te rapprochent dans un bar. C'est ça, je me rends compte à quel point que ça ne compte plus l'apparence de quelqu'un. En fait, c'est une des raisons qui fait pourquoi je suis tellement à ma place dans ce métier-là. Je trouve, puis ça, je me le suis fait dire par d'autres mondes parce que moi, j'avais pas compris que c'était ça. Je trouve tout le temps de quoi de beau dans quelqu'un. Je tombe en amour avec les personnes, je trouve tout le temps de quoi de beau. La beauté intérieure surpasse l'extérieur. Ouais, il y a tout le temps de quoi qui m'attire tellement avec ces personnes-là. Puis aussi, il y a aussi le bout d'être une thérapeute. T'sais, ce que j'apporte à ces gens-là
me valorise énormément, moi. Tu sais, je crois pas, je suis pas religieuse du tout, là, mais en attendant, s'il y a un paradis, j'ai crissement gagné mes ailes. Je le sais, ça. Là, je vais aller du côté, le monde qui vont te lancer des roches. Mais si tu fais ça, puis t'es bien là-dedans, pourquoi t'as un OnlyFans aussi? J'ai du fun au bout à faire ça aussi. OK, non, mais tu vois, tu sais, Ouais. c'est juste... Ah, tu sais, OK. OK, non, tu fais... Ah, là, tu fais la fille qui veut aider, puis tout ça, mais Ouais. tu fais de la... Tu fais de la porno De la porn. aussi. J'ai bien plus de fun à voir des clients que faire mon OnlyFans. OK. OnlyFans est arrivé une couple de mois avant la pandémie parce que, je sais pas, j'étais une visionnaire, j'avais compris que la pandémie allait arriver. Fait que quand la pandémie a starté, mon OnlyFans était comme prêt. Pourquoi j'ai commencé mon OnlyFans? C'est parce que je voulais arrêter de mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que s'il arrive quelque chose, tout d'un coup, j'ai plus de revenus. Une pandémie, par exemple, mais je ne savais pas à ce Ouais. moment-là. Fait que c'était juste une façon de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'avais fait mon coming out de face, mon face out qu'on dit sur les réseaux sociaux. J'étais comme, voici par ma la face. police, ils décident qu'ils se mettent sur ton cas puis qu'ils pourraient aller. Ça fait que tu pourrais plus voir les c'est ça. clients. Il y a mettons, plein de. là, tu sais, et je brise mon vagin. C'est tout le temps l'exemple que je donne, là, même si c'est con, là, mais si je brise mon vagin demain matin, je fais quoi? Tu sais? En Comme attendant. un joueur de tennis qui se fout le poignet. là. Exact, oui, je devrais l'assurer. J'ai checké que Desjardins, ils veulent pas. En tout cas, J'aurais aimé être le gars au bout de la ligne quand il se fait demander ça. tu sais. puis je suis une personne super créative, puis s'il y a bien quelque chose qui n'est pas sollicité dans mon métier d'escorte, c'est ma créativité. Fait que là, avec ce OnlyFans-là, je pouvais faire des affaires pas possibles, des gros montages, des shoots de fou. Comme le tu sais. côté artistique. C'est ça, qui j'ai vient shooté d'une chercher ton- cathédrale, d'un gym, tu sais, au début, je faisais toutes sortes de shoots fucked up, puis ça venait tellement sortir l'artiste en moi à ce moment-là. Fait que ça venait combler un autre côté de moi, puis aussi, s'il y a quelque chose qui arrive d'un bord ou de l'autre, j'ai les deux, tu comprends? Puis là, j'ai vraiment du fun à faire les deux de façon différente, parce que moi, en attendant, chatter avec quelqu'un ou l'avoir en face de moi, le voir dans les yeux, puis qu'on jase d'affaires profondes, là, parce que c'est souvent ça, c'est des conversations autant, on jase de comment on fait des œufs brouillés que... Ça peut être drainant aussi psychologiquement et C'est full drainant faire ce job-là, don't get me wrong. Là. physiquement, tu sais, puis je vais dire, pour faire un peu, là, écoute, ça va être weird la façon dont je vais le dire, mais faire un peu ce métier-là, outre la relation sexuelle, tu sais. Ouais. Moi, je veux dire, des fois, je finis des épisodes, je suis brûlé, là. Ah, 100%, 100% en fait. C'est me suis fait dire, je pense que recevoir, là, le vécu de quelqu'un, là, C'est de l'écoute active. c'est drainant, là. C'est drainant. Tout le monde me dit ça parce que moi, je voulais en faire 3 d'une journée au début. Puis là, tout le monde m'a dit non, fais-en un. Je pense que c'est Steph et Tom, quand j'avais fait leur podcast, quand j'avais fait Couple Ouvert, j'ai dit, en avez-vous un autre après? Non, nous autres, on en fait un par jour. Pourquoi? C'est brûlant. C'est exact. C'est un J'en peu ça faisais qu'elle me disait. avant 2. Dernièrement, j'en ai fait 2 parce que je connaissais mes invités. Je savais Ouais. je savais que ça serait pas drainant. Ben, toi, surtout, toi, c'est Mais drainant. là. avant j'en faisais 2, puis on en parlait tantôt sur Vivante Intervenante, qui est Marie-Michel Desmeules. Après son podcast, je devais en tourner un autre. La personne ne s'est pas pointée, puis une chance, j'aurais pas été Ah, ouais. capable. Ben, pense je que je l'aurais comprends, regretté de c'est un bord. Puis à gros partir de ce podcast. moment-là, j'ai fait non. T'as bien fait. Un par jour, Ah, tu sais. ouais. Si je faisais Fait ton que, genre de podcast, c'est sûr que je pourrais pas. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, c'est drainant, mais c'est rien comparé à avoir des clients. L'écoute active, quand tu es seul avec la personne puis qui se confie vraiment plus que quand il y a un micro, c'est vraiment plus drainant. C'est pour ça que tu sais, les filles dans mon métier, quand ils me demandent des conseils ou whatever, la première fois que je dis, c'est trouve ton self-care puis mets-les en priorité de tout, no matter fucking what, parce que c'est tout ce que tu as. Il faut que tu prennes soin de toi, parce que sinon, tu vas juste prendre soin des autres puis tu vas faire des burn-out. Les burn-out sont très communs dans mon industrie. À cause de ça, on donne tout ce qu'on a. Puis moi, je suis la première à te donner tout ce que j'ai sans compter. Puis ça me brûle au bout. Il a fallu que je me mette des limites. Comme en ce moment, ma nouvelle limite, c'est une personne en situation de handicap par semaine, pas plus. OK. J'aimerais ça. J'ai de la demande pour plus. Mais il y a des clients qui s'en vont, puis je me mets à pleurer à chaudes larmes parce que leur situation est trop triste. Pas toutes. C'est sûr qu'ils ont toutes leurs charges, sont toutes dans une situation précaire, mais il y en a qui, mettons, il y a certaines maladies qui me décalissent après. Ben, je l'ai vécu avec toi, parce que moi, c'est depuis cet été qu'on parle de ce podcast-là, puis on est à la fin janvier. Ouais. Puis tu m'as écrit à un moment donné, en ce moment, je prends du temps pour moi, ça va Je suis pas tombée bien. bien malade. C'est ça. Ouais. Ça allait pas bien parce que c'est ça, à un moment donné, il faut que tu prennes soin. Ça. Maintenant, tu arrives à prendre soin de toi à Ouais. travers ce métier-là en te mettant des nouvelles limites. J'ai pas le choix. Ça fait longtemps que je fais ça. Si je veux le faire longtemps, il faut que je le fasse comme ça. Je passe tout le temps le monde avant moi. Il faut pas que je fasse ça. Mon assistante, elle le sait, quand je dis journée d'ermite, pose-moi pas une question sur la job. M'en calisse, ça va attendre. Il n'y a rien qui presse. Il faut que je végète, que je me fasse à manger, que je fasse brûler de l'encens. Puis ton podcast, ben, c'est un peu ça aussi. C'est une façon de. C'est une autre soupape. C'est un autre.
Exact. un autre J'ai- avenue, tu sais, là, puis- je le sais, là, puis ça va être sorti quand ça va sortir. Là. J'ai tellement de fun à faire ça. Là. Je fais comme 10 épisodes que je fais. On parle autant de sexe que pas de sexe. Tu sais, c'est un podcast sur la joie, sur la qu'est-ce qui te drive dans la vie, qu'est-ce qui te donne le goût de te lever le matin, c'est quoi qui te rend joyeux, pourquoi tu es rendu où t'es. C'est un peu qu'est-ce que tu fais, mais version vraiment légère. Tu sais. Puis il va y avoir des podcasts deep aussi. Mais je veux vraiment comme montrer. Parce que moi, je l'ai trouvé ce qui fait que je me lève le matin, puis ce qui me drive, là, je l'ai trouvé en esti. Je veux savoir c'est quoi, toi, qui te drive. Qu'est-ce qui te rend heureux, tu sais? Selon toi, qu'est-ce qu'apporterait, c'est dans concret, un peu concis, qu'est-ce qu'apporterait la décriminalisation, pas la légalisation, Non, il faut pas. la décriminalisation de la prostitution? Si elle est bien faite, puis elle est faite en écoutant les travailleuses du sexe, parce que les places où ça a été décriminalisé, qui ont pris en compte ce que les travailleuses du sexe avaient à dire, ce qui est rare, Nouvelle-Zélande étant un bon exemple, c'est fait de façon tellement plus saine. Il y a des règles, il y a des places pour ça. Les filles n'ont plus besoin de s'en aller dans l'underground de tout. Puis ils savent qu'ils ont des ressources, ils savent qu'ils peuvent se faire des coalitions, ils peuvent se faire des listes de mauvais clients ensemble. Ils peuvent mettre des règles qui n'ont pas peur que la loi les empêche de se mettre. Tu comprends? Mais tu sais, je te pose la question parce que pour avoir été à Las Vegas à plusieurs reprises où c'est légal, c'est pas décriminalisé, Ouais. c'est légal, Ouais. ça n'a pas toujours l'air Ouais. sain, là. Crissement pas, là. C'est sûr que Ben oui, Vegas, c'est- c'est pas Montréal non Ouais. plus, là. C'est une ville... Ben, c'est pas Vegas, en fait. À Vegas, c'est pas Ben, légal. c'est C'est au le Nevada, Nevada. ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça, les Bunny Ranch puis tout. Là. En fait, c'est une petite zone grise dans un pays où c'est hyper criminalisé. Moi, si je m'en vais aux États-Unis, je suis bannie pendant 10 ans s'ils ont un soupçon, même un soupçon que j'ai pratiqué le travail du sexe dans J'ai les 10 déjà entendu dernières parler années. que tu as souvent des problèmes aux douanes. à Toutes cause mes de ça. amis sont barrés des douanes. Moi, c'est parce que j'amène des gros dildos, là. C'est pas vrai. Je peux pas être sérieuse pendant 1 heure. C'est vraiment ça qui est. Ben, c'était à Dubaï, c'était même pas aux États-Unis. OK. C'est arrivé. À un moment donné, j'ai failli me faire pogner. J'avais un petit téléphone, tu sais, les flips. Ben, pas dans le temps des vieux flips, là, les nouveaux flips, là, Samsung Flip. J'étais à ça de me le mettre dans. C'est ça. Je voulais vraiment pas me faire pogner avec le téléphone. Là. On était à ça parce que le client, t'allais il avait tellement l'air travailler stressé. quand même, Je revenais d'un client, OK, avec OK, un client OK. des États-Unis. OK. On faisait un road trip, genre. Mais lui, Fait il que est venu t'as tout t'as nerveux. Ils nous ont travaillé, fouillé, mais fouillé. pas avec un Américain, dans le fond. Tu sais, J'ai en été allant faire là-bas des avec lui, voyages là-bas, mais je fais pas de tournée aux États-Unis justement Non, c'est pour ça. ça. Tu sais, premièrement, c'est illégal là-bas. J'ai aucun recours s'il arrive quelque chose. Je peux même pas savoir c'est qui le bon client, c'est qui le mauvais client. Je suis dans ma petite bulle protégée à Montréal, puis c'est là que je veux faire ma job. Même quand je vais à Dubaï, si tout le monde pense que je m'en vais travailler. Je vais pas aller travailler. J'ai aucun recours, peu importe ce qui arrive. Je reviens dans le underground. Moi, je veux faire ça légal, payer mes impôts, puis pas avoir à le cacher à personne. Je veux pouvoir appeler la police puis dire je suis une travailleuse du sexe, il est arrivé quelque chose. Tu sais. Puis c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, même si c'est aujourd'hui. Fait que la décriminalisation, ça va changer ça. Ça va faire qu'on va nous écouter, puis qu'on va pouvoir mettre des lois, puis que les vrais proxénètes vont pouvoir être des vrais proxénètes. Puis là, on va pouvoir appliquer les lois. proxénète légal. Ouais. On a exploité une maison close, Ouais. exemple, là, quelque chose comme Ouais. ça, avec des... Tu veux-tu un exemple de à quel point que ça n'a pas de sens, à quel point que la société nous prend pour des sous-humains? Oui. Marilyn Lévesque, tu sais c'est qui? Non. C'est une travailleuse du sexe qui s'est faite sauvagement assassiner à Québec il y a une couple d'années. C'est sûr que tu en as entendu parler, mais tu t'en souviens pas. Probablement. Le gars sort de prison, il est en probation, liberté conditionnelle, quelque chose de même. Quelque chose, ouais. Dans ses conditions de probation, il ne peut pas avoir de relation avec les femmes. Il ne peut pas rencontrer une femme parce que pourquoi il avait fait du temps? C'est parce qu'il avait assassiné sa femme. Il a fait tout son temps, il sort. Dans ses conditions, c'est écrit qu'il n'a pas le droit d'avoir de relation intime avec des femmes, mais il a le droit d'aller dans un salon de massage pour assouvir ses besoins sexuels. Fait que nous autres, on compte moins qu'il y a des femmes normales. Tu comprends? C'est une fille d'un salon de massage qui a assassiné, pas longtemps après de sortir. Parce que dans ces conditions, il avait le droit de venir voir une travailleuse du sexe. Parce que c'est moins grave. T'as-tu une idée à quel point que c'est fucked up, ça? C'est dégueulasse. Une jeune femme qui venait juste à Québec, du Saguenay, je pense, pour faire de l'argent. C'est tragique. Puis c'est juste une histoire qui a été plus publicisée que les autres parce qu'il y en a plein. En attendant, pourquoi c'était sur papier, ça, dans ces conditions, tu sais? Tabarnak. De faire quelque chose C'est d'illégal. tellement Parce qu'à frustrant. à la limite, c'est illégal d'aller dans un centre de massage. Oui, puis pourquoi il y avait le droit à ce moment-là, tu sais? Puis ça, c'est la première fois que ma mère, elle me dit, quand ça a sorti des nouvelles, à chaque fois qu'il y a un affaire de même qui sort des nouvelles, ma mère, elle reconsidère tous ses choix, là, tu sais. Mais tous les tiens, en fait. là. Tous ses choix d'accepter ce que je fais, Ouais. tu sais. Puis ce fois-là, c'est la seule fois qu'elle m'a dit, j'espère vraiment que tu vas changer de job, tu sais.
Puis si toi, tu te fais arrêter, il arrive quoi avec une fille qui fait ta job puis qui se fait arrêter avec un client ou whatever? Là, tu sais, je sais pas s'ils décident, Ben, mettons, la police de malheureusement. te faire passer pour un client ou whatever. Là, il arrive quoi? Malheureusement, à cause de comment la loi est faite, faut que tu tombes sur un good cop. Faut pas que tu tombes sur un bad cop. Il y en a de tous les genres. Je connais des polices qui vont arriver, mettons, il y a un problème avec un client, il arrive dans le in-car de la fille, puis là, le gars, il est pas fin avec, ou nanana, il veut pas la payer, puis là, il dit, ben il va falloir que tu lui donnes son argent, sinon on te book. On va partir avec toi. Donne ton argent, puis décalisse. En attendant, ça aurait pu être le contraire. T'sais. Ça dépend sur qui tu tombes, s'il est assez informé. Puis ça aussi, c'est important. Je sais qu'il y a plein de polices qui regardent ton podcast. Mettons, là, un policier qui t'arrête, là. Ils font, une opération en, on va le dire comme toi tu le dis, une opération anti-pute. Ouais. Puis il connaît Sonia, il peut se pas? book. J'ai une immunité aux yeux de la loi. Moi, personnellement. J'ai une immunité aux yeux de la loi. C'est pour ça qu'elle est super hypocrite, cette petite loi-là. Moi, j'ai le droit de vendre mes propres services sexuels, mais j'ai pas le droit de faire de pub. J'ai pas le droit de... Mettons, si je me fais pogner avec des cartes d'affaires sur moi, mettons, je peux aller en prison. Mon assistante, mon chauffeur, ma protection, tous eux autres peuvent aller en prison. Le client peut aller en prison. Moi, j'ai une immunité aux yeux de la loi. Puis à cause de ça, ils se disent que la loi est faite parfaite. Let's Mais go. quand tu dis toi, tu pas Sonia, là, tu parles toi, celles qui font ton métier, là. Pas juste pour toi. Là. Non, pas juste moi. C'est ça. Moi? Non, mais c'est ça, j'étais comme calé. Justin Trudeau a dit que c'était nice. Là, non, c'est ça. Les travailleurs du sexe, parce qu'ils se sont dit que la loi allait mieux passer de même si il y a ça en attendant. On peut pas se faire de la pub nulle part, on peut pas s'arranger entre nous autres. C'est pour ça qu'ils disent escorte. Donc, moi, tu me payes pour être escorte. Si je décide d'avoir une relation sexuelle avec toi à la fin de la soirée, c'est moi que ça regarde. Tu ne m'as pas payé pour ça. Tu m'as payé pour passer un moment avec moi. Non, ça, il y a des pays que c'est comme ça, la loi. Non, j'ai vraiment le droit de vendre mes services sexuels. Ouais, mais j'ai pas le droit de me faire de la pub. J'ai pas le droit d'engager du monde autour de moi. J'ai pas le droit de m'organiser avec le monde. Mettons, les in-calls. Les in-calls, c'est les places où on travaille. Mettons, je loue un loyer. Je vois mes clients dedans, ça m'apporte une sécurité, une stabilité, je peux avoir tout mon stock-là. C'est pas toi qui se promène, mettons. Je peux faire ça aussi, des out-calls, mais c'est sûr qu'avec mes clients à mobilité réduite, je vais plus chez eux, mais moi, j'aime ça en esti chez nous. Fait que majoritairement, c'est à mon in-call. Si ce loyer-là, mettons... Tu as une place pour si tu fais pas ça chez toi. Non, c'est comme un appartement qui te sert à ça. Oui, c'est ça. J'en paye des loyers dans la vie. Là. Fait que mettons que j'avais ce loyer-là. Hypothétiquement que j'ai un loyer, que c'est mon bail à moi, mais que je travaille juste la moitié de la semaine, puis je veux qu'une autre fille prenne l'autre moitié de la semaine. Ça, c'est elle me donne la moitié du loyer. Je suis une criminelle tout d'un coup. Parce que j'ai pris de l'argent, j'ai profité des fruits de sa prostitution. Mon assistante, profiter des fruits de ma prostitution parce que c'est de l'argent du travail du sexe qu'elle a comme loyer, comme salaire. Comme salaire, ouais. C'est ridicule, puis ça me met full en danger. Parce que le chauffeur, il voudra peut-être pas me chauffer parce que c'est lui qui risque de finir en prison, même si c'est juste mon chauffeur. Je sais qu'il y en a des chauffeurs, puis c'est des pimps. J'en suis totalement consciente. En attendant, il y en a plein qui s'engagent un chauffeur parce que c'est tellement de façon de nous protéger qui est logique puis qui est facile. Les filles qui font des out-calls, qui n'ont pas l'argent pour avoir un autre loyer, mettons, là, puis qui veulent pas des clients chez eux, là, ils vont aller chez la personne, mais il y a un gars qui va les conduire là, qui sait à quelle adresse ils sont, qui sait à quelle heure ils sont censés finir, qui, si c'est trop long, va venir cogner à la porte. Si jamais c'est déjà arrivé, mettons, qu'il y a des amis qu'ils rentrent, puis là, ils voient le gars, puis il est comme trop en boisson, ou il est gelé, ou whatever, il ressort direct. Le gars, il a vu le chauffeur dans le char, il va pas essayer de la retenir. Mais s'il n'y a pas de chauffeur dans le char, puis il est arrivé en Uber ou qu'il est arrivé avec son char, c'est une protection incommensurable d'avoir un chauffeur, tu sais. Mais on peut pas en avoir. Avant qu'on se quitte, ton podcast s'appelle... Parce que là, il n'est pas sorti encore, tu tournes, il va sortir. Ça sort quand, ça? Je suis un peu d'avance parce que je m'en vais en vacances. Fait que sur Patreon, dans 3-4 semaines, donc dans genre 10 semaines sur YouTube. Il va être sorti le 3 février, premier épisode sort. Ça s'appelle comment? Fille de joie, le premier podcast au Québec. Le premier podcast au Québec. Oui. Sonia, peut-être c'était pas fait pour tout le monde. Moi, c'est un angle que je voulais avoir parce que je te connaissais, je savais qui j'allais recevoir, je savais ce que j'allais entendre. Pas tout. J'ai appris plein de choses sur toi, puis merci pour ça de te livrer sur ton métier. Un conseil à donner à une fille que ça y tente de s'en aller dans ce métier-là? Sérieux? Le but n'est pas de pousser les filles, mais... Non, ma réponse ne sera pas non plus fêlée. Non, mais c'est ça. S'il y en a une qui fait « Moi, j'ai envie de faire ce métier-là, ça m'attire, mais je veux bien le faire, je veux le faire dans les règles, je veux pas me faire avoir. » Y a-tu un conseil où c'est comme flip de coin? Fais-les vraiment pas sur un coup de tête. Pense-y vraiment longtemps. C'est sûr que je suis plus réduction des méfaits que dire « Fais pas ça », même si
il y a peut-être 1% du monde qui le pense en ce moment que, oh mon Dieu, la vie à Sonia a donc l'air parfaite. 1% du monde qui vont être capables de le faire de la bonne façon. La majorité du monde vont prendre leur retraite crissement vite, puis ils vont avoir réalisé qu'ils se sont traumatisés, puis ils vont garder ça toute leur vie sur leurs épaules. C'est pas une bonne idée de faire ce métier-là. As-tu beaucoup de jeunes filles qui t'écrivent justement par rapport à ça? Oui. T'es-tu à l'aise avec... Je fais du mentorat pour les nouvelles. En attendant, j'arrive là-bas, puis c'est pas du tout ce qu'ils s'attendent comme rencontre. Je m'assieds avec eux autres, puis je leur dis tous les mauvais côtés avant quoi que ce soit. C'est rare je veux dire, ça arrive que je leur dis sérieux, fallait pas. Mais souvent, ça va être du monde qui l'ont déjà fait, qui ont déjà aimé ça, qui avaient le feu en dedans d'eux, puis qui veulent peut-être le refaire, mais d'une bonne façon, etc. Mais en attendant, si c'est moi qui vous a donné l'idée de faire du travail du sexe, va pas là-dedans. Tu vas te traumatiser, tu vas le regretter pour de l'argent rapide. Parce que le sex work, c'est pas de l'argent facile, ça peut être de l'argent rapide, mais c'est de l'argent qui va venir avec une conséquence énorme si c'est pas fait pour toi. Puis c'est très rare que c'est fait pour toi. C'est comme dire, toi, tu es allé au casino puis tu as gagné le gros lot. Fait que tu vas pas conseiller à tout le monde d'aller au casino. Exact, parce que c'est one in a million. Exactement. Les histoires des autres femmes qui sont venues, qui ont fait du travail du sexe non consentant sur ton podcast, sont vraiment plus à écouter que mon message à moi. Parce que la dernière chose que je veux, c'est être une influence vers mon métier. C'est la dernière chose que je veux. Puis loin de moi de t'envoyer du malheur, c'est vraiment pas mon but. Malgré tout ce que tu nous as raconté, malgré les protections que tu prends, encore aujourd'hui, tu n'es pas à l'abri. Je suis pas à l'abri. Je prends un risque avec ma santé. C'est une des jobs les plus dangereuses au monde. Est-ce que le fait d'avoir ton podcast, ton OnlyFans, tu penses de plus en plus à... Tout le monde pense que c'est mon projet de retraite. Tout le monde pense que c'est mon projet de retraite. Non, mais tu sais, je te pose la question, c'est à m'amener, puis je veux dire, veux pas. Ouais. Tu sais, c'est pas un métier que tu peux faire jusqu'à 60 non plus, là, tu sais. Je pourrais. Ben, peut-être, écoute, je sais pas, il y en a pour tous les goûts. Je pense que le sex work va toujours faire partie de ma vie d'une façon ou d'une autre parce que j'aime vraiment ça. Je veux dire, c'est-tu un plan que tu as de, mettons, garder juste comme, tu disais, comme un ou deux du côté handicapé, puis laisser tomber le reste, ou... C'est-tu quelque chose, pas que tu as un besoin, mais c'est quelque chose que tu envisages? C'est super bien dit, merci, parce que c'est pas tout le monde qui le demande comme ça. Le monde sont comme, jusqu'à quel âge on fait ce travail-là, whatever. Puis je suis tannée de répondre à cette question-là parce que c'est pas une bonne question, justement. S'il n'y a pas d'âge pour finir ce métier-là, il y a un moment pour finir ce métier-là, c'est quand tu es tanné, quand tu y vas à reculons, quand tu commences à haïr les hommes, quand tu trouves que tu n'es pas payé assez cher pour faire ce métier-là. En attendant, moi, ça va faire longtemps en esti que je l'attends, ce moment-là, je m'éclate. Fait que, la réponse, c'est non, c'est pas mon projet de retraite, mais si je prends ma retraite pour une raison ou pour une autre, c'est le fun de savoir que je vais avoir le podcast puis que je vais avoir OnlyFans ou que je vais avoir mes diplômes. That's it. Je peux aller travailler dans mon métier quand je veux, là. Fait que j'ai vraiment du fun à le faire, puis j'attends encore la journée que j'aimerais plus ça. Puis le jour que je vais y aller à reculons, je vais arrêter parce que je sais ce que ça va faire comme conséquence dans ma vie. Puis, tu sembles être une fille plutôt brillante, c'est quelque chose que je sais, puis je sais que tu gagnes bien ta vie. J'imagine aussi que tu prévois l'avenir aussi. Là. J'ai une carrière de joueur de hockey. J'en suis consciente. À un moment donné, ça va arrêter. Il y a beaucoup d'argent, mais ça ne dure pas pour la vie. Fait que les escortes qui font ça de métier, si tu n'économises pas au moins 50% de tout ce que tu fais, tu vas le regretter plus tard. La seule bonne façon de faire ça, c'est de mettre énormément d'argent de côté, de payer tes impôts puis d'investir. C'est la seule façon. Sonia, je fais ce podcast-là à la base pour donner un micro aux gens parce que je dis souvent, tout le monde connaît la prison, tout le monde sait c'est quoi la prison, mais personne ne sait qui est là, pourquoi ils sont là, comment ils vivent ça. C'est un peu la raison. Je mets beaucoup d'emphase sur la réinsertion sociale, la réhabilitation sociale. T'en es une aussi parce que tu as eu des problèmes de consommation toi aussi, mais j'aime mettre en lumière des choses qu'on ne connaît pas. Le métier que tu pratiques, tout le monde sait c'est quoi, tout le monde le connaît, mais personne ne le connaît. Puis je pense qu'on en connaît un petit peu plus grâce à toi. Puis c'est pour ça que je voulais que tu viennes. Merci de ton ouverture d'esprit de m'avoir invité. Je sais que c'était une décision un peu hors de mais en fait, à partir du moment où j'ai reçu une victime, te connaissant, je voulais te recevoir justement. Puis je suis même content que ça ait été un peu plus long parce que justement, j'ai eu plus de victimes. Puis j'ai pas juste eu des victimes, j'ai eu des filles qui l'ont fait par choix dans la consommation, mais qui n'ont pas été pimpées, qui le faisaient pour se payer de la dôme, mais qui le faisaient par choix aussi. J'ai jamais consommé en tant qu'escorte. Mais c'est ça, c'est une angle. On avait touché plusieurs angles. On n'avait pas touché la tienne. Puis merci d'être venu. Merci d'être qui tu es. Merci d'être ouvert là-dessus. Merci. Puis je pense que tu peux éclairer des gens, puis tu peux sûrement en aider beaucoup. Merci. Puis s'il y a du monde qui regarde ce podcast-là puis qui n'ont pas vu les épisodes de Leila, c'est quoi son nom? Marie-Michel. Entre autres. Il faut que vous alliez voir ces épisodes-là. Faites-vous pas une idée de mon métier sans avoir vu ces épisodes-là. Je les ai écoutés aujourd'hui puis ça a tout changé pour moi.
j'aimerais vous dire les numéros d'épisodes. Malheureusement, je les En ai fait, pas. moi, j'ai mais, tapé le parloir, escorte, puis c'était les 2 premiers qui sortaient. OK. Parce que je voulais voir un OK. peu. Et je vous conseille de taper au parloir et non le parloir. Justement. J'ai-tu dit au parloir? Là, t'as dit le parloir, c'est comme. Ah, on n'est pas à TVA ici. Petite flèche, je vous aime. Non, mais écoute, sincèrement, merci. Tous tes liens, on va mettre ça en bas de la vidéo. Pas tant pour te faire de la pub, t'en as pas besoin, mais je pense plus pour s'il y a des gens qui ont des questions, s'il y a des jeunes filles qui ont des questions, je pense que tu es la bonne personne à qui les poser. Merci beaucoup d'être venu. Beaucoup, J'espère que vous avez apprécié le podcast. Au parloir.